Bon, c'est d'abord merci, hein, parce que vraiment c'est sympa d'être venu jusque-là, d'avoir pris du temps sur vous pour venir nous écouter, je ne vais pas dire nous voir, mais nous écouter. C'est assez symbolique ce lieu, en tout cas pour moi, parce que dans ma deuxième vie, celle que je suis en train de vivre actuellement, euh, c'est ici que j'ai osé faire ma première conférence. Je crois qu'on était 7 et il m'avait gentiment prêté un petit local qui est juste là-bas et j'avais fait cette toute première conférence en 2009, je crois. C'était, je crois que c'était pour moi aussi pour me faire beaucoup de bien et c'était sur la confiance. J'avais besoin de retrouver confiance, j'avais besoin de partager ça et j'avais donc des émotions qui se trimballaient suite à différents accidents de vie. Ces émotions, c'était à la fois de la peur, parfois de la colère, de la tristesse, de l'envie aussi, et puis quelque chose qui me paralysait. Je ne savais pas trop ce que c'était. Alors je faisais un mélange entre la confiance, l'estime, l'affirmation de moi, tout ça c'était un peu confus. En tout cas, j'avais besoin de partager quelque chose. Et puis, c'est ce qu'on essaye de transmettre dans l'école qu'on a créée avec Sandrine. En fait, il y a quelque chose qui est en chacun de nous. Alors, on le transmet en fait aux gens qui veulent devenir praticiens en hypnothérapie. On passe une année ensemble et une année où on va se révéler, on va révéler plein de choses de nos peurs, mais aussi de nos talents. Alors, le mien, en fait, c'était la capacité oratoire. Voilà, c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps. Et je me suis dit que pour me lancer dans ma nouvelle profession, donc l'accompagnement thérapeutique, il fallait que je mise sur quelque chose. Et c'était ça. Alors en effet, ben, une première conférence, il y a 7 personnes. Et puis petit à petit, on ose faire des vidéos sur YouTube, on commence à regarder. Et puis il y a quelques vues, comme on dit. Et puis il y a quelque chose qui devient de plus en plus consistant. Et les émotions commencent à changer. Pourquoi on a voulu parler des émotions ce soir avec Sandrine? D'abord, on va en parler sur plusieurs plans. Ça s'appelle la relation avec les mécanismes de l'inconscient. Alors, sur nos parties respectives, mais elles sont à la fois complémentaires et analogiques, eh bien, il y a à la fois une sensation du corps, c'est-à-dire une matérialisation somatique du système de pensée, et il y a en même temps la conception, la création de ce que va devenir une émotion. On va bien sûr pas pouvoir tout expliquer, d'ailleurs on n'en a jamais eu la prétention. Les petites causeries qu'on essaye de faire ensemble, ce sont des causeries qui sont là dans un but très spécifique, c'est-à-dire donner une envie d'aller beaucoup plus loin. Et nous en resterons à la limite de ce que nous pouvons faire, à la fois en 1 heure et demie et de notre propre connaissance et expérience. Donc c'est sur plusieurs plans qu'on va dresser ce soir le rapport qu'il y a entre, en effet, le système émotionnel et en même temps le concept de la relation au corps. Ce système de la relation au corps, il vous sera présenté avec plus de compétences et d'appétence par Sandrine et moi. Eh bien, j'essaierai de me souvenir de ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire maintenant du fruit finalement de peut-être 36 000 heures passées avec des gens à peut-être 1,50 m, 2 mètres, de 2 fauteuils, avec une idée très précise à chaque fois finalement, c'est avoir une sorte de neutralité à l'intérieur de moi-même pour pouvoir permettre de donner de la place à l'autre. La relation thérapeutique qu'on essaie de transmettre encore une fois dans cette école et qu'on essaie de faire vivre au quotidien dans notre cabinet respectif, c'est en effet la dimension de laisser de la place à l'autre. Alors vous me direz, à quoi ça sert de laisser de la place à l'autre dans une dimension thérapeutique? Parce que l'autre, il vient pour connaître et apprendre quelque chose.
Eh bien l'autre, qu'on va appeler le sujet, le patient, comme vous voulez, il vient surtout parce qu'il a un besoin inhérent à une forme de respiration, d'espace, de capacité d'exister. Et il faut qu'on l'accueille en effet avec nos émotions les plus neutralisées possibles. Impossible de ne pas avoir d'émotions, impossible de ne pas être touché, impossible de ne pas vivre avec l'autre l'heure ou les 45 minutes ou plus qu'on va donc passer ensemble. Et pourtant, il va falloir que le thérapeute puisse travailler sur lui-même pour ce qu'on appelle nettoyer sa propre coupe. Nettoyer sa propre coupe, c'est à la fois disparaître en tant que soignant, donc celui qui va se nier pendant quelques instants, et en même temps être un effet miroir. Et ce qui amène la plupart du temps des personnes dans un cabinet d'accompagnement thérapeutique, ben, c'est une décision qui est partie d'une émotion. Alors une émotion, ça peut être quoi? Ça peut être de la colère par exemple, ça peut être de la tristesse, ça peut être une décision de rompre avec quelque chose, ça peut être une décision de comprendre. Et bizarrement, dans les cabinets d'accompagnement thérapeutique, souvent le patient vient pour comprendre. Et malgré sa compréhension de quelque chose, eh bien, il ne va pas forcément accepter ce qui est. Il va plutôt vouloir avoir une information qui serait tellement immense par rapport au bouleversement émotionnel qu'il a, qu'il va aller chercher plus loin encore, plus loin et encore plus loin. Et il faudra qu'en tant que thérapeute, on accepte que ce qu'il va comprendre de lui ne suffira pas, parce que l'émotion est toujours présente. Et cette émotion, comme la colère par exemple, euh, est-ce que quelqu'un est souvent en colère par exemple ici? Si vous voulez, ouais, je vous ai reconnu, je plaisante. Donc la colère souvent c'est un état où il y a un mélange particulier. Il y a un mélange à la fois de limite, c'est-à-dire d'incapacité, d'impuissance. Il y a un mélange d'injustice. Vous avez remarqué? Et en fait, dans une émotion qu'on va qualifier, il y a plein d'autres émotions qui viennent. Voilà pourquoi travailler avec la colère, par exemple, c'est ouvrir des portes. Ouvrir des portes à des notions d'injustice. Ouvrir des portes à des notions aussi de tristesse. Si vous avez remarqué, la colère va être un champ, en effet, incroyable de manifestations, comme un courant électrique qui va nous traverser. Et puis ensuite, il va tellement appauvrir le système sensoriel qu'il va nous rester que peu de choses. Et ce peu de choses, ça va être une tristesse profonde parce que tout est quasiment éradiqué à l'intérieur pendant un certain temps. Donc, les deux faces de cette même médaille que colère et tristesse vont représenter vont être entourées des bras bienveillants de l'injustice. Et cette injustice, en fait, eh bien, évidemment qu'elle a pris naissance dans le corpus de l'enfance. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais toutes ces émotions, en fin de compte, vont nous amener à prendre des décisions. Des décisions de vouloir arrêter quelque chose, de vouloir se transformer, de vouloir se changer. Et il est vrai que le système de transformation, c'est toujours ce qui est un peu incroyable d'ailleurs dans l'accompagnement thérapeutique, c'est qu'il ne passe pas d'abord par la transformation de soi en un seul point. Il passe par une acceptation. Et c'est ça qui est très surprenant, c'est que, en fait, pour pouvoir changer, il faut accepter ce qui se passe. Et c'est à partir du moment où on accepte que le changement est possible. Si un jour vous passez dans notre cabinet, on a mis une phrase d'un thérapeute qui est aussi prêtre orthodoxe et qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Et ce Jean-Yves Leloup, il nous explique quelque chose. Il nous dit qu'en fait, le thérapeute n'a absolument pas la guérison dans la main, mais qu'en fait, il permet au sujet de se connecter lui-même à sa propre guérison. Et c'est peut-être ça le travail qu'on essaie de faire en tout cas, c'est non pas d'être le sachant, celui qui va délivrer en fin de compte une vérité dogmatique parce qu'il a fait des études ou qu'il a une expérience ou les deux, mais plutôt la capacité en effet de donner un effet qu'on appelle placebo. Et l'effet placebo, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est la capacité de s'auto-guérir, c'est-à-dire de pointer sa propre guérison, de réouvrir son champ de guérison. Ce qui est l'inverse donc de l'effet nocebo que vous connaissez aussi, qui est celui en effet qui va sans arrêt nous amener vers, dans un grand sens, de la maladie.
hein, c'est-à-dire la perte finalement de ce qui peut être sain chez nous. Ça peut être psychologique, ça peut être somatique, ça peut être physiologique bien sûr. Donc ce placebo qu'on va essayer de connecter, on va le connecter en effet en accueillant l'émotion de l'autre, celui qui va arriver. Et alors, tiens, je vais te poser une question par exemple. On parlait de la colère tout à l'heure. Comment elle peut se former cette colère? À quoi elle peut, qu'est-ce qu'elle peut représenter, par exemple? Tiens, Marc, vous avez le petit micro? Ouais, merci beaucoup. Alors, le principe de souffrance, évidemment, que représente la réalisation, on va dire, ou l'acceptation de du principe d'émotion, il n'est pas facile pour le sujet. Ce matin, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais j'ai eu une magnifique conversation avec quelqu'un à propos de l'acceptation. C'est un mot qui est terrible parce qu'en fait, l'acceptation, dans la plupart on va dire des versus de notre compréhension, c'est une forme de capitulation. Accepter quelque chose, c'est capituler. Accepter quelque chose, c'est laisser aussi l'injustice, finalement, arriver. Donc, on va encore appuyer de plus sur le bouton de la colère. Évidemment que l'acceptation, c'est aussi tout autre chose. Et c'est aussi le travail du thérapeute que d'amener le sujet à une forme première d'acceptation, pour pouvoir permettre le changement, d'ailleurs. Donc, en gros, si ça fonctionne... Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, ouais, voilà, ouais, ça fonctionne. Ouais. On prenait l'exemple de la colère, là, par exemple. Comment ça se met en place? Alors, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, bien sûr. Déjà, on peut peut-être voir la colère déjà comme une manifestation d'énergie, d'accord? Contrairement peut-être à quelque chose qui ressemblerait à la tristesse, qui amènerait plutôt à l'inertie, donc qui amènerait à une stagnation. Et la colère peut parfois révéler la volonté de dépasser quelque chose qui nous résiste, d'accord? Au niveau psycho et au niveau du corps, parce que bon, pour ceux qu'on ne connaît pas et qui ne me connaissent pas, juste vite fait la petite histoire de ce que je fais dans la vie au niveau professionnel. Donc je suis kiné depuis un peu plus de 15 ans. Et à côté de ça, donc en plus dans ma pratique, il y a beaucoup de domaines, on va dire, qui s'entremêlent et qui viennent nourrir cette pratique-là, qui me permet d'avoir une vision la plus globale, j'espère, qui part d'énergie énergétique, on va dire, traditionnelle chinoise, entre autres, et bien d'autres, et bien sûr de l'hypnose. Tout ça pour dire qu'il y a aussi beaucoup de corrélations entre ce qui va se passer au niveau physique et au niveau psychique. Et donc la colère, ce qu'elle va faire parfois, c'est venir justement tendre ce corps, surtout au niveau musculaire, ligamentaire, entre autres. Donc une tension, une courbature, une contracture n'est pas forcément anodin, pas forcément la traduction de quelque chose. Mais en tout cas, la colère va nous figer, mais nous rendre résistants, presque pour se préparer à un combat. Donc c'est une énergie quand même assez puissante, justement pour lutter contre ce que tu disais tout à l'heure, qui pourrait être son pendant, la tristesse, qui amènerait plutôt à quelque chose qui nous amènerait à couler. Déjà, premier rapport. Je te laisse au niveau neurologique, peut-être. Oui, tu peux y aller. On y va. C'est, comment dire, depuis ces années-là, on va dire que, surtout depuis que je travaille avec toi, Pascal, c'est très beau, j'ai envie de dire même, de voir la corrélation entre ce qui se passe dans la physique, matière, et de ce qui peut se passer dans la représentation et la manifestation psychologique et émotionnelle. Ça va le... Ça, ouais, ok. Le retour est bizarre. Pour présenter un peu ce que nous pouvons être physiquement, donc ça se passe surtout ici, mais ça peut se manifester dans tout le corps. Au centre du cerveau, ici, nous avons plein de petites choses, notamment des zones qu'on va appeler hypothalamus, thalamus, amygdale, hippocampe, d'accord, hypophyse. Et chaque structure va servir à, d'une part, trier ce qui a l'air, ce qu'on va recevoir comme information à travers les organes des sens, à travers l'extérieur en fait, qui va nous manifester une information, qui va être reçue, merci, qui va être reçue et triée à l'intérieur pour pouvoir justement nous amener une information qui va nous permettre d'avoir une adaptation, dans le but de garder un équilibre vital. Ça, c'est le premier point. Et du coup, il y a plein de petites structures que je viens de citer qui vont du coup manifester, on va dire, une organisation orchestrale, et donc avec un tri de ce qui va être lieu du danger, ou pas dangereux, déjà. Et par rapport à ça, on aura des trajets différents, des biologies différents qui vont se manifester.
Et c'est assez rapide, hein, on ne s'en rend pas compte, mais on va le sentir dans le corps par contre. On va le dire après. Alors, je peux Vas-y, t'interrompre vas-y. un peu. Oui, oui, on va discuter. Ouais, on va faire comme Oui, quand on oui, fait en cours. comme d'hab. Du coup, voilà, Oui. ça va être insupportable. Non, non, c'est juste pour rebondir sur quelque chose en fait. Vas-y. Quand on parle de la colère, et c'est pour ça qu'on l'a prise un peu comme exemple aussi, c'est que la colère, c'est l'aboutissement de quelque chose qui au départ est un warning. Hein, vous savez, quand on parle de la colère, il y a des personnes qui vont vous dire, mais la colère est nécessaire. Voilà. En fait, la colère est une information, en effet, qui va être au départ, donc c'est une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que c'est une réaction, on va dire, qui va nous inviter, en effet, à nous adapter à une situation qui pourrait devenir dangereuse par la suite. Donc la colère, c'est-à-dire lorsque ce warning va être poussé, 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 la colère va exprimer en effet notre impuissance par rapport à un événement, c'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité d'adaptation. D'accord ? C'est pour ça qu'on va crier, c'est pour ça qu'on va même aller malheureusement parfois plus loin. Et notre interlocuteur, si lui n'est pas emporté par notre colère, parce que le colérique, il n'a qu'une seule envie aussi, c'est que l'autre soit en colère, hein, parce qu'il n'aime pas être en colère, donc nous n'aimons pas être en colère Comment lorsque ça, nous t'es pas en sommes en colère? colère. Si, t'es en colère. Ouais. Je vois que t'es en colère. Ouais. C'est de ta faute, parce Non, non. qu'avant j'ai jamais été en colère. Moi, j'étais pas en colère avant. Mais c'est parce que depuis que je te connais, je suis en colère. Voilà. Donc, bon, ces petites choses, on les connaît bien, ce qui fait que, oui, on va dans la colère être devant notre impuissance. Et c'est pour ça qu'en effet, on va monter comme ça. Et si vous avez quelqu'un de colérique en face de vous, vous avez envie de lui dire que la première des choses qu'on va faire, c'est déjà de baisser d'un ton, et après, on va pouvoir se parler. C'est-à-dire que l'idée de la colère en premier lieu, c'est une idée dans laquelle il n'y a pas de communication. En fait, l'onde qui est reçue par l'envoi de la colère est impossible, si ce n'est de se mettre en colère en face pour pouvoir, en effet, avoir une relation, un dialogue. C'est donc juste impossible. Être sur la même longueur d'onde, même là, finalement. Là, ça va pas être facile. Hein. Oui. Ouais. Hop, je reprends. C'est comme les films où on revient un petit peu en arrière. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tendance à rejeter parfois peut-être ces émotions qui nous dérangent, mais l'invitation de ce soir, et on va le développer tout à l'heure, c'est d'essayer justement peut-être d'y accorder une petite notion de décryptage pour justement voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et donc dans ce cerveau, qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau biologique, mais aussi au niveau de la manifestation. Donc il y a un vrai tri qui va se faire justement pour révéler ce qui est dangereux pour nous ou pas. Et cette colère, si on la reprend, ça va être aussi cette force dont je parlais pour nous préparer à quelque chose qui nous paraît dangereux. Donc c'est préserver notre équilibre vital. Pourquoi pas, d'accord ? Bien sûr que ce n'est pas que ça, mais c'est intéressant de le voir sous cet aspect-là. Et puis, par rapport à tout ce qui va s'organiser derrière, on aura des réactions aussi physiques. On l'a tous vu, hein, on a le teint qui devient rouge, le cœur un peu plus rapide, transpiration pourquoi pas, langage qui commence à devenir un peu plus haut et peut-être moins sympathique. Donc il y a l'agressivité qui peut se manifester et qui fait partie de la famille, notamment de la colère, mais il n'y a pas que celle-là. Bonsoir. Pour ceux qui arrivent en retard, par exemple, ça peut générer une forme de... Non, non, je rigole. Je rigole, bienvenue. Puis après, on est super mal à l'aise et tout, parce que tout le monde la regarde, en fait. Ouais. Et tout ça pour dire que on a tendance à, enfin pas forcément nous ni vous, mais à séparer les choses entre le corps et la manifestation émotionnelle, alors qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe dans cette biologie, c'est vraiment la même traduction mais avec un autre langage. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans ces structures qui sont bien au fond de chacun d'entre nous, il y a un lien entre ce qu'on va recevoir donc dans ce tri entre dangereux pour moi ou pas dangereux pour moi, les manifestations corporelles, et surtout des connexions avec la zone de la mémoire. Et c'est là où ça peut être intéressant du coup d'aller voir ce qui peut se passer parce qu'on n'a pas tous vécu la même chose. Même si on peut manifester une émotion, par exemple si on entend un gros bruit qui pourrait nous faire peur, ce sera assez global, d'accord ? Par contre, par rapport à une situation peut-être relationnelle ou autre, on n'aura pas forcément le même rapport à ça parce que l'émotion sera donc subjective. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup il y a cette connexion avec notre mémoire qui va stocker quelque part dans ce qu'on appelle l'hippocampe toute une forme d'expérience, mais surtout notre vision de l'expérience. C'est là où les grands titres, peut-être des grands schémas, ne sont pas exhaustifs. Et c'est là où chacun d'entre nous, avec notre unicité, va venir donc en cabinet ou pas, mais en tout cas est intéressant, je pense, d'aller voir justement quel est le rapport à ce qu'on vit. Je t'interromps. Oui, vas-y. Quand on parlait tout à l'heure du fait d'être bloqué, en fin de compte, lorsqu'on a une émotion, alors la colère ou autre chose, c'est aussi parce que, en fait, c'est un état modifié de la conscience. Lorsque nous avons des émotions, quelque chose se produit dans notre cerveau et en effet, la conscience a un état modifié. Dans la pratique en tout cas dans la transmission de la pratique de l'hypnose ou de l'hypnothérapie, on
on travaille sur cette notion d'état de conscience modifié. Alors évidemment, c'est une modification de la plasticité et des systèmes, et notamment du travail des fameux conducteurs que sont les synapses. Ça va changer, quelque chose va se produire. Et si nous sommes dans un état modifié de conscience, en fait, nous sommes quasiment incapables seuls de faire une reliance avec la globalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes focusés sur un point. Et si nous sommes sur un point, nous sommes donc dans des formats obsessionnels de pensée. Et si nous sommes sur des formats obsessionnels de pensée, il nous est quasiment impossible seuls de pouvoir revenir à quelque chose dans l'immédiat. On peut le faire avec le temps, bien évidemment, mais on ne peut pas en sortir immédiatement. Donc en fait, lorsque les émotions sont fortes et qu'elles sont fortes avec constance, nous rentrons dans un état modifié de la conscience. Voilà pourquoi c'est difficile d'en sortir immédiatement. Et vous savez ce qu'on va faire, nous qui sommes extrêmement rationnels, lorsque nous avons une émotion qui n'est donc pas la rationalité, une émotion n'est pas rationnelle, nous allons chercher en nous quelque chose de rationnel pour le contrer. Donc évidemment, ça ne va pas fonctionner. Chercher quelque chose de rationnel pour enlever quelque chose qui est irrationnel, ça ne va pas aller. Voilà pourquoi on a développé des techniques, des méthodes, pour pouvoir travailler, entre guillemets, avec des personnes qui ont des émotions à la fois très élevées et constantes, pour créer avec elles un contre-champ d'état modifié de conscience. Alors ce n'est pas que l'hypnose, c'est notre travail, mais c'est plein d'autres méthodes et d'approches qui peuvent en effet modifier un état de conscience par le biais ne serait-ce que du dialogue ou de la compréhension. Lorsque quelqu'un évidemment est très en colère parce qu'il est en train de faire un récit dans un cabinet thérapeutique, eh bien on va avoir donc un apprentissage en tant que thérapeute pour pouvoir ramener progressivement la personne à la capacité de recevoir une autre information et d'en émettre une autre. Parce que comme je viens de le dire, ce sont des émissions et des réceptions. Donc nous sommes dans des systèmes d'ondes qui vont en effet pouvoir rétablir la bonne fréquence. C'est le même vocabulaire. Nous sommes dans des formes de physique et c'est comme si nous avions un ancien poste de radio où on essaye désespérément de trouver une station, mais l'aiguille n'arrête pas de bouger et elle ne peut pas se stabiliser. Et heureusement qu'on peut faire ça. Et si je reprends l'histoire physique de tout ce qu'on peut vivre chaque journée, a priori tout le monde, c'est ce qu'il y a donc justement à l'intérieur de ce cerveau qui a reçu une information donc, qu'on va percevoir, une information qui va nous amener ensuite à avoir des sensations physiques et des réactions, soit physiques, soit émotionnelles, dans le but surtout, parce que c'est pas forcément un problème, mais c'est plutôt pour aller décoder et nous faire révéler, nous faire comprendre aussi, mais de façon intrinsèque, et on a besoin de quelqu'un d'autre justement pour nous sortir de ce qui se passe dans ces sensations, mais pour nous permettre d'essayer de voir quel est le besoin qui se cache dessous, en fait. Non pas parce que ça vient masquer un secret, mais parce que le langage de l'émotion va passer par les systèmes neurologiques, dont on n'a pas forcément accès en conscience en tout cas, sauf quand on fait de la recherche ou qu'on étudie ou qu'on regarde et qu'on communique ce soir. Par le corps aussi, comprendre qu'on est en train de manifester quelque chose qui nous amène une alerte pour non pas que fuir, même si ça peut être la réaction, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour mieux percevoir nos propres besoins, qui peut-être ne sont pas exprimés dans la situation, face à quelqu'un, face à quelque chose, face à une pensée, face à une sensation physique, face à n'importe quoi. Et c'est ceci qui est super intéressant parce qu'on voit que dans le cerveau, il se passe exactement la même chose. Dans ce que je disais, être au centre, qui analyse danger, pas danger, la communication avec ce qui se passe dans la mémoire. Est-ce que ça me rappelle quelque chose où j'aurais dû faire ceci, où j'ai fait ceci et je regrette d'avoir fait cela. Il y a effectivement tout ça, mais il y a aussi dans le côté subjectif de ce qui peut se passer. Et heureusement que ça existe comme ça, parce que du coup, on peut gérer ses émotions, apprendre à gérer, et on va le développer, ce que c'est ça. Une communication avec ce qu'il y a juste devant le cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est une partie, au niveau en tout cas de l'anthropologie de l'homme, qui a évolué, homme avec un grand H, qui a évolué, et qui nous permet justement d'avoir une subjectivité. Ça veut dire d'essayer de tempérer et de ne pas être proprement dans l'agressivité ou dans la pulsion, en tout cas, réactive par rapport à ce qu'on va ressentir. Donc ça va nous permettre, oui, la tempérance, la patience, d'essayer d'anticiper ce qui peut se passer, d'essayer de comprendre que si on se laisse aller à la réaction, on ne sera pas dans l'action qui nous correspond vraiment. Et c'est ce qui se passe en biologie tout le temps, en communication entre ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau qui perçoit des choses à l'extérieur grâce aux organes des sens, les sons, la vue, la température,
quelqu'un qui nous parle avec agressivité ou quelqu'un qui nous dit pas vraiment ce qu'on voudrait entendre. Tout ça est intégré à l'intérieur. Il y a une belle salade qui se met en place en fonction de qui nous sommes. Alerte, pas dangereux, on y va pas. Ça nous rappelle quelque chose. Et après, communication avec notre capacité, on va dire, à intellectualiser, à rationaliser, à prendre du recul. Ce sont ces termes en fait qui correspondent à ce qui se passe derrière ce cerveau et qui vont nous permettre d'avoir une action et non pas qu'une réaction adéquate avec la situation. Voilà ce qui se passe dans la biologie en premier lieu. Tu veux peut-être rebondir? Alors c'est vrai que on peut se poser la question si nous avons tous les mêmes perceptions en termes émotionnels. C'est vrai que certaines d'entre nous ont des palettes qui sont plus réduites en termes d'émotions. Il y a même certaines ou certains d'entre nous qui ont des palettes extrêmement réduites. Et dans les palettes extrêmement réduites, il demeure malgré tout quelque chose. Et il y a parfois des personnes qui, en effet, ont une difficulté, par exemple, à traduire un champ émotionnel. Ils ressentent quelque chose, mais ils ont une difficulté à le traduire. Et je me souviens donc d'une personne qui un jour était en danger et qui, en effet, n'a pas la capacité immédiate à exprimer ce qu'elle ressent. Et d'ailleurs, elle ne ressent pratiquement rien. Et je lui ai demandé comment elle savait qu'elle était en danger. Et en fait, cette personne m'a expliqué comment fonctionnait le corps. Elle m'a dit, c'est parce que je sentais que mon cœur battait de plus en plus, parce que je sentais que j'avais des formes de transpiration qui étaient inadaptées par rapport à ce que moi je percevais et que j'analysais. Et donc, je me suis posé la question de savoir si en effet j'étais dans un environnement qui pouvait être dangereux pour moi. Et la réponse, c'était oui. Donc en fait, il y a bien évidemment le fonctionnement du cerveau tel que nous essayons de le comprendre, mais il y a aussi à l'intérieur de nous quelque chose qui, malgré la non-compréhension consciente immédiate de tout ça, va quand même développer un système de communication qui va exprimer le fait qu'il y a un danger quelque part. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un système intuitif, ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un deuxième cerveau, ce n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler tout à fait l'inconscient, parce que d'abord, je ne crois pas personnellement qu'il y ait une définition qui puisse englober l'inconscient. J'ai envie de dire que selon les disciplines, selon les états, on va donc attribuer à l'inconscient telle ou telle, on va dire, capacité ou véracité. Pour Jung, en effet, c'est quelque chose. Pour Freud, ça va être un endroit de refoulement, pas que, mais aussi. Pour Milton Erickson, c'est un endroit où il y a beaucoup de ressources, donc des capacités à résoudre, etc., etc. Chacun dit pas seulement, et l'ensemble de tout ça peut en effet donner une forme de définition assez globale et holistique de ça pourrait être. Mais ça peut être aussi un immense fourre-tout, parce que si, je crois, les spécialistes sont un peu tous d'accord pour dire que lorsqu'on a par exemple, 30 ans, eh bien cet inconscient aurait enregistré à peu près des milliards d'informations, il est bien évident que dans ces milliards d'informations, il y en a 98% qui nous sont totalement inconnus par le biais de la conscience. Donc, en fait, le champ d'exploration de l'inconscient est incroyable. Et d'ailleurs, si on appelle ça les émotions par rapport au mécanisme de l'inconscient, c'est parce que, imaginons, un sujet arrive chez un thérapeute. Donc, il arrive avec à la fois un récit, une souffrance et des émotions. Et tout ce qu'il va percevoir, c'est du domaine du conscient. Je ressens cela, je vis cela, ça se répète, etc. En face, le thérapeute qu'il aura choisi, si c'est quelqu'un qui est dans nos corps de discipline par exemple, peut lui suggérer des informations qui viendraient de la construction de l'inconscient. Déjà, il y a une difficulté. C'est qu'une personne arrive avec une donnée consciente et le thérapeute en face possède une forme de compréhension des mécanismes de l'inconscient. Donc vous voyez déjà là, il pourrait y avoir un point d'achoppement. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, une des notions de la relation thérapeutique, c'est de laisser la place à l'autre. Et si nous parlons ce soir de relation thérapeutique, c'est parce que c'est aussi dans notre relation du quotidien, non pas que ce soit un modèle à dupliquer, hein, mais en tout cas, il y a des possibilités d'améliorer les systèmes de communication et donc de baisser l'intensité du système émotionnel, peut-être en observant un peu plus
comment se créent des systèmes de relations chez les thérapeutes d'une façon générale. Et c'est pour ça que dans la formation qu'on fait, on a on va dire un long cursus qui est consacré. Lorsque on sait par exemple, alors quand je dis on sait, que les études faites à la fois visiblement par des institutions comme le CNRS et des laboratoires pharmaceutiques, donc je vais mettre les deux côte à côte, disent que 50% de la capacité d'un médicament vient de la relation thérapeutique, c'est-à-dire de la façon dont le médecin donnerait à la fois le diagnostic et en même temps préparer l'ordonnance et puis de la relation qu'il a avec. Donc à partir du moment où on sait qu'il y a une telle implication, on va dire, dans la relation thérapeutique par rapport au champ de guérison, ben oui, on s'est dit que la notion de la compréhension de la relation thérapeutique était primordiale. J'ai envie de dire, et c'est un petit peu, comment dire, ça manque un peu d'humilité, mais je crois dans la plupart des techniques qu'on devrait utiliser ou qu'on doit utiliser. C'est-à-dire que au-delà de la technique qui est utilisée, c'est la compréhension en effet, non pas forcément du problème qu'a l'autre, mais de sa représentation dans l'espace en tant qu'être humain, qui pour nous va être primordial. Et donc c'est à partir de là, en effet, qu'on a voulu comprendre comment un système émotionnel pouvait brouiller à ce point-là les cartes de la relation, notamment dans les systèmes d'interprétation. Qu'est-ce qui va donc se passer dans ce cerveau pour que la puissance d'une émotion vienne éradiquer littéralement une relation jusqu'à la détruire et jusqu'à bien sûr détruire les deux protagonistes. Il n'y en a pas un qui sort vainqueur et l'autre qui va bien. Même dans des relations extrêmement tendancieuses, on ne voit pas forcément celui qu'on pourrait qualifier entre guillemets de bourreau se détruire, et pourtant il le fait, mais il ne le sait pas. Il a l'impression d'être vainqueur, ou elle ne le sait pas. Elle a l'impression de gagner la partie. Donc en effet, la puissance d'une émotion va aller jusqu'à détourner le système de réalité, de construction qu'on va avoir d'une relation. Alors, c'est aussi une forme neurologique qui va créer une sorte de brouillard. C'est-à-dire, par exemple, les principes, je ne sais pas, de récompense, les principes de plaisir peuvent être détournés dans ces moments-là. Ouais. On le voit, par exemple, c'est juste une petite parenthèse, dans les systèmes addictifs, par exemple. Dans les systèmes addictifs, il y a des émotions. Si on prend, rassurez-vous, on ne va pas faire un cours sur la cigarette, d'accord ? On n'est pas là pour empêcher les gens, on n'est pas là pour empêcher les gens de fumer. Mais si vous regardez une cigarette, lorsque vous tirez sur une clope, eh bien, la nicotine va faire un travail très 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 spécifique. En fait, la nicotine va fermer, au bout d'un certain temps, les capteurs qu'il y a sur les chaînons neuronaux. Ça veut dire les capteurs qui fabriquent en effet à la fois la dopamine et à la fois l'endorphine, par exemple, la molécule de la récompense et du plaisir. Ce sont des molécules qui fonctionnent naturellement. Mais la nicotine va fermer ces capteurs et va devenir la seule source de fabrication de ces capteurs-là. C'est-à-dire, la nicotine va demeurer l'exclusive de la fabrication de l'hormone du plaisir et de celle de la récompense. Voilà pourquoi, quand nous sommes fumeurs aguerris depuis de longues années, quand on va prendre un petit verre, il nous faudra quand même la clope. J'ai besoin de ma clope. Quand on va prendre le café, j'ai besoin de ma clope. Quand je vais faire une pause, j'ai besoin de ma clope. Quand je vais finir un repas, j'ai besoin de ma clope. Mais aussi, quand je vais avoir un coup de fil difficile à passer, je vais avoir besoin de ma clope, etc., etc., etc. En fait, les principes des capteurs vont être terminés. Et lorsque le sevrage va arriver, eh bien, il va se passer une sorte d'incroyable miracle. La nicotine va disparaître du sang. Et petit à petit, en effet, sur des périodes qui peuvent être assez longues, 1 mois, 1 mois et demi, 15 jours, 1 semaine, c'est un peu le coup de poker, il va y avoir un état dépressif chez celui qui va arrêter une addiction. Parce que là, on parle de la nicotine, mais il y a d'autres produits qui jouent le même jeu. Et je dirais même, il y a même des addictions qui n'ont pas de consommation immédiate, mais qui créent dans le système nerveux à peu près la même chose. Ça veut dire qu'entre le sevrage et le fait que les petits chaînons neuronaux puissent à nouveau reformuler, on va dire, ces deux molécules, il va se passer un temps. Et pendant ce temps-là, il y a un état dépressif. Voilà pourquoi il y a des échecs dans le sevrage aussi. C'est que pendant ce temps-là, la personne pense qu'elle va demeurer en permanence dans cet état qui est entre deux. Et voilà pourquoi on a créé des produits de substitution, d'accompagnement,
des personnes qui vont être là aussi pour travailler avec les personnes qui sont en sevrage lourd et dur, c'est parce qu'il faut le temps de pouvoir récupérer en effet la fabrication de ces hormones. Donc vous voyez, derrière une émotion, il n'y a pas seulement une pensée, il y a aussi une fabrique biologique, et ces deux parties vont travailler en permanence ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit qui va dominer une matière, ou une matière qui va finir par dominer un esprit, il y a vraiment les deux. Et moi, j'ai toujours aimé cette figure du yin et du yang. Si vous la regardez bien, il n'y en a pas une qui est dissociée de l'autre. D'ailleurs, ça fait un peu bugger, parce qu'elles sont enchevêtrées en permanence. C'est-à-dire que, par exemple, dans ta discipline de médecine traditionnelle chinoise, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas, c'est pas à cause du corps ou à cause de l'esprit. En fait, il y a un système d'interaction permanente entre les deux. Eh bien, les émotions, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est un système d'interaction permanent. Une émotion n'est pas détachée à la fois d'une autre émotion et d'une construction de départ. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, peut-être. Alors, tout le monde voit ce taiji du symbole yin-yang. C'est intéressant de voir qu'au départ, donc, si on prend une partie, il y a une exponentielle qui se crée, donc il y a une croissance, jusqu'à arriver à une appétence maximum, et que finalement, c'est au maximum de quelque chose que ce quelque chose se transforme. Et peut-être qu'on peut le voir, ça justement, après, on va reprendre cet exemple, mais vraiment pas que la colère. Au maximum de la colère, on peut finir par pleurer. Au maximum d'une dépression, on peut finir par prendre une décision. Il y a quelque chose qui se transforme. Et c'est ça aussi le phénomène de la vie, ou c'est ça aussi à l'intérieur, qui demande que quelque chose continue par des flux, alors qu'on appelle ondes cérébrales si on voit du point de vue physique, synapses avec des neurotransmetteurs si on parle de langage biologique, on va dire transformation du soi si on parle dans un autre langage encore plutôt psycho-affectif. Et c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir dans ce taiji. Et que dans toute chose existe aussi son contraire, mais son complémentaire. C'est comme tu disais tout à l'heure, Pascal, dans cette colère, il y a de la tristesse. Et on n'est jamais que content, que triste, que machin. Il y a toujours quelque chose, une belle palette de couleurs. Et c'est peut-être aussi en ça qu'on dit que dans l'inconscient, selon certains, il y a aussi un potentiel de ressources à aller chercher, non pas pour éradiquer une émotion qui nous dérange, mais pour pouvoir transformer et comprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, l'équilibre dont on parle là, il est très marqué dans les cabinets d'accompagnement. Bonjour, bonjour. Vous venez de la part de qui? Je viens de la part de Michel. En quoi puis-je vous aider? Ben moi, j'aimerais en fin de compte équilibrer mes émotions, être plus en harmonie. D'accord? Alors je dis, on est d'accord, hein, donc aussi bien ça ira mal que ça ira bien. Non, non, non. Moi, j'aimerais que ça aille mieux. Donc en fait, on entend que l'équilibre, souhaité, bon, c'est un joke, mais c'est vrai que derrière, il y a ça. L'équilibre souhaité, en fait, c'est ça, je ne veux pas en entendre parler, mais par contre, ça, si on pouvait le monter, oui, bah, il y en a 1,5 kg, je peux le laisser, oui, c'est pas grave, je vais le prendre. Vous voyez, c'est-à-dire on veut monter à tout prix, en fin de compte, ce qui crée un déséquilibre. Qu'est-ce que c'est que le système de l'harmonie? Imaginez à nouveau ces anciennes balances dites Roberval, vous savez, avec des plateaux. C'est très intéressant une balance Roberval, parce que regardez, si vous mettez des poids sur un plateau, et ben, le plateau va tomber. C'est-à-dire c'est celui que vous chargez le plus. Et puis celui qui monte, ben, en fin de compte, c'est celui qu'on voulait faire. Au contraire, vous voyez, on voulait lui mettre de la pression finalement. Eh bien, l'équilibre, c'est quand on va accepter, donc, en fin de compte, les deux pans des structures émotionnelles. Et c'est vrai que dans notre démarche thérapeutique, quand on va voir quelqu'un, ben, on veut se libérer de quelque chose. On ne veut plus trop avoir quelque chose. Et c'est vrai que le thérapeute va, sans forcément le désigner comme tel, mais permettre, apprendre, libérer la personne en face à vivre avec ces deux pans, c'est-à-dire pouvoir les équilibrer. Alors, tout à l'heure, on a parlé en effet de la structure du cerveau. On parle bien évidemment de la façon dont une émotion va interagir dans la partie qu'on peut qualifier d'inconsciente et biologique en même temps. On ne la veut pas, cette émotion. On ne la veut pas. Et parce qu'on a décidé qu'on ne la voulait pas, bizarrement, elle arrive. Elle arrive, mais alors... Et puis elle arrive à grands pas, à grands galops, bien évidemment, parce qu'on a voulu la planquer. Alors, on ne va pas passer toutes les théories en revue. On va parler, par exemple, de cette fameuse part d'ombre aussi, parce que la part d'ombre, ben, c'est un petit peu ce qu'on voulait planquer, c'est-à-dire c'est ce qui n'est pas harmonieux, ce qui est disharmonieux, ce qu'on a voulu planquer sous la moquette. Et ce qu'on a voulu planquer sous la moquette de nous-mêmes,
eh bien, en voulant le cacher, en fait, on lui a donné une force extraordinaire. Vous connaissez ce vieux roman anglais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Et rappelez-vous rapidement, hein, ce Dr. Jekyll qui voulait faire tellement le bien, il cherchait des potions pour pouvoir donner aux gens et que les gens soient à 100% bons, qu'ils deviennent des saints. Et puis il faisait des expériences sur lui, alors il buvait le petit filtre, et puis il avait des absences, il ne se souvenait plus trop de ce qui se passait. Et puis ce qu'il ne savait pas, c'est que en voulant être 100% bien, en fait, eh bien, le mal de lui qu'il cachait commençait à prendre de la force. Et puis petit à petit, quand Dr. Jekyll s'endormait dans son lit, eh bien Mr. Hyde, donc le monsieur caché, c'est très intéressant, monsieur caché sortait, et lui, hop, il allait commettre des crimes du côté de Whitechapel, dans le vieux Londres. Et plus il essayait de faire son bien à lui à 100%, c'est-à-dire dans un excès, et plus Mr. Hyde existait. Jusqu'au jour où, à la fin, eh bien, Dr. Jekyll a disparu, et par contre, des crimes horribles étaient perpétrés du côté de Whitechapel. Donc en effet, la part d'ombre qu'on va cacher va accentuer en fait le système émotionnel. Il va créer un espace extrêmement fort dans notre inconscient, si je puis dire. Et cette place fortifiée, donc ce château fort, va être un rempart à nos volontés de changement. Parce qu'en fait, on cache le problème. Si je suis en colère, si je suis colérique, je vais essayer de tout faire pour ne pas être colérique. Donc je vais me retenir, je vais essayer de choisir des mots, je vais attendre quelque chose en face, etc. Puis ça ne va pas venir, et puis je ne vais pas dire les mots qu'il faut, et puis je vais exploser. Donc en fait, ce que je voulais cacher, ça va prendre toute la place. Et je vais tellement être déçu d'être en colère que je vais être en colère d'être en colère, enfin bref, etc. etc. Et tout ça va arriver à ce moment-là. Évidemment que ces notions-là vont arriver la plupart du temps avec la construction de l'enfance. On pourrait, moi j'en suis pas capable, réinventer soit la psychologie freudienne ou la psychologie des profondeurs de Jung, et puis tous ceux qui ont travaillé autour et par-dessus d'ailleurs, et qui nous ont livré un bel héritage de compréhension par rapport notamment à toutes ces notions. Et s'il y a bien une notion, en effet, un rapport qui va créer chez nous des émotions un peu fortes, un peu trop fortes et un peu radicales, un peu excessives, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on va imaginer comme étant notre moi idéal et puis ce que je ressens, c'est-à-dire ce que je vois de moi. Et cet écart entre ce que j'aurais voulu de moi et ce qui est de moi par rapport à la vision des autres, ou même ce que je ressens moi-même, va créer en effet des émotions. Et ces émotions vont être plutôt radicales. Des exemples très concrets. Quand on va recevoir quelqu'un dans un cabinet de thérapie, l'exemple que va donner la personne, c'est souvent, et là je ne me reconnais pas, et là c'est pas moi. D'accord? Et là c'est pas moi. En fait, si la personne pouvait le savoir, elle pourrait dire, et ça c'est pas soi. Parce que le moi déjà, on va dire, c'est déjà un deal avec des programmations. Mais le soi, c'est la petite bestiole à l'intérieur qui pourrait finalement garder l'initiale, la source du départ. Et c'est ça qui est attaqué la plupart du temps. La plupart du temps, il y a une compréhension intuitive de ce que nous sommes, mais malheureusement, c'est totalement perturbé par un devoir d'exister dans des structures de société et de vivre avec les autres. Donc, il y a une sorte de trahison du soi qui est souvent latente dans nos souffrances. Et de ces trahisons du soi latentes vont naître des émotions qui vont devenir de plus en plus fortes et qui vont nous emprisonner. Alors, comment on peut imaginer par exemple quelques libérations d'émotions, si je puis dire? Qu'est-ce qui peut libérer? Qu'est-ce qui peut libérer? Déjà, c'est propre à chacun. Et puis ça dépend en quel contexte, qu'est-ce qu'on s'autorise. Ça fait plaisir comme réponse. Ah ben voilà. Voilà, c'est pas. Ça va dépendre effectivement de ce que chacun va appeler la libération, je réitère. Dans le sens où
Ne serait-ce que d'avoir un repère, on va dire, pour ne pas se laisser emporter par l'intensité de l'émotion, ça peut être une libération. Ça veut dire qu'on peut rester dans son ancrage, en tout cas dans son centrage. Et donc par là, il va peut-être falloir faire un petit travail qui s'appelle la gestion des émotions. Ça veut dire déjà savoir nommer ce qu'on ressent, donc pour donner un repère. Ça peut être une voie de libération. Savoir se lier à quel choc, entre guillemets, qu'est-ce qui a déclenché la chose. Donc c'est commencer à observer ce qui se passe. La verbalisation, tiens. En Voilà. quoi la verbalisation, ça peut créer quelque chose de bien? Alors le verbaliser à soi ou le verbaliser à l'autre, ça dépend du besoin qu'on a. Quand on parlait des besoins tout à l'heure, donc un besoin de communication, donc de partage, ou déjà un besoin personnel de se situer et par rapport à ça. Donc identifier ce qui a provoqué ce qu'on ressent, observer ce qui se passe dans le corps s'il y a quelque chose dans le corps, nommer ce qu'il se passe. Donc déjà nommer, c'est reconnaître, un petit peu comme quand on nomme un enfant, on va dire son propre enfant aussi. Et par rapport à ça, observer quelle réaction on va avoir par rapport à l'émotion qu'on ressent. Par exemple, si je suis en colère, je peux me mettre en force, en tonus, pour pouvoir me mettre en prédisposition à agir, ou au contraire, en repli pour me recentrer sur moi, pour pouvoir garder quelque chose qui m'appartient. Donc c'est peut-être un besoin de sécurité, donc la réaction physique qu'on a par rapport à. Quelque part, de se resituer par rapport à ça, c'est une voie de libération. Accepter que ça existe, et de voir qu'effectivement, dans un globe terrestre, il y a plein de pays, dans un globe émotionnel, il y a plein d'émotions. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être. Je rebondis sur la verbalisation. Ouais. Alors, en quoi la verbalisation peut-elle amener finalement une forme de libération du système émotionnel et notamment d'une problématique? Ça paraît un peu mystérieux parce qu'on pourrait se dire, tiens, j'ai un ami, est-ce que quelqu'un, alors je ne dis pas donner la vôtre, mais est-ce que quelqu'un pourrait lancer une problématique comme ça? Vous savez, un problème qui pourrait être reçu dans un cabinet de thérapie, n'importe lequel. Oui, 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 d'accord. Très bien. Bah, on va arrêter là, c'est super. C'est quoi? Non, je plaisante. Je rigole. Et on va imaginer deux scènes différentes. La première scène, c'est avec un ami, d'accord? Première scène avec un ami. Donc je vais essayer de redire vos mots. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit, euh, que je connais depuis l'enfance, mais j'ai du mal à pouvoir le dire, etc. Et je suis avec un ami. À votre avis, que va faire l'ami? L'ami, il va poser la question tout de suite. C'est-à-dire l'ami va dire qu'est-ce que c'est? Et vous, bah, vous risquez d'avoir du mal à le dire, en fait. Et l'ami, il va renforcer quoi? La relation de confiance. C'est-à-dire qu'avec des mots, il va dire mais tu sais que tu peux me le dire. Tu sais que tu peux tout me dire. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Et bizarrement, vous allez faire un peu comme ça de plus en plus. C'est-à-dire que vous avez fait une tentative, en effet, pour pouvoir délivrer quelque chose et vous délivrer vous-même, alors qu'en fait, l'ami, lui, il va aller dans c'est moi, en fait. En fait, il vous a oublié déjà. Bien sûr que ce n'est pas son intention. Bien sûr qu'il est évidemment empathique et il vous aime. Mais en revanche, il n'est plus qu'avec lui. Le travail en tout cas on laissait, le travail du thérapeute, c'est de commencer à laisser une place pour que vous puissiez décider du moment où vous allez pouvoir le dire, parce que vous allez vous sentir dans un cadre et dans un espace sécurisé et familier. D'accord? Donc on va utiliser en effet à la fois un vocabulaire, quand je dis une technique, c'est parce que c'est un apprentissage, d'accord? Pour permettre à cet espace de pouvoir exister. Et en effet, là, dans la verbalisation que vous allez finir par faire, c'est comme si vous enleviez en effet une sorte de bouchon de quelque chose qui ne pouvait plus créer un flux. D'accord? Et quand le flux est arrêté quelque part, et là je te laisserai la parole, eh bien quand le flux est arrêté, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le système énergétique, quand j'ai fait des études de psychanalyse, j'étais surpris de quelque chose. J'arrive dans le premier jour du premier cours et le prof dit, bon, notre travail, c'est de remettre de l'énergie chez les patients. J'étais sur le cul. Parce que je me dis, mais ah bon, on parle d'énergie alors aussi? Bah oui, en fait. Voilà. On va parler des mêmes choses. On va lui donner d'autres noms, comme on le veut. Mais j'étais surpris d'entendre ce mot-là. Alors je le reprends, d'accord? En effet, l'énergie ne circule plus. Et si l'énergie ne circule plus, la vie n'est plus là. Il y a une émotion, et je te laisserai la parole, il y a une émotion qui tue
radicalement ce qu'on appelle la libido, c'est-à-dire la notion du désir. Cette émotion s'appelle la culpabilité. Cette émotion s'appelle la culpabilité et elle tue radicalement la notion, en effet, du désir dans sa globalité. Là, les petites dopamines, endorphines, c'est fini, ça ne se fabrique plus, c'est à l'état de radiation zéro. Elles vont tuer toutes les autres émotions, tous les autres désirs, parce qu'en effet, on appelle ça la pulsion de mort. On n'a pas envie de se tuer, mais ça va tuer tout le reste. Et donc, en effet, il n'y a plus aucune circulation du système, on va dire par là, il n'y a plus de relation. Le système synaptique ne fonctionne quasiment plus. Il y a un enregistrement des informations avec un à quoi bon. Voilà, à quoi bon. Oui, si tu veux, oui, mais pourquoi faire? En fait, on va tuer tout système. Alors, quand l'énergie circule plus, quand il y a le bouchon, On enlève le bouchon. on enlève le bouchon. Non, mais quelque part, c'est ça. Euh, L'énergie, on l'a définie sous différents plans, encore une fois. Ça peut être le sang, ça peut être l'énergie cinétique qui circule, ça peut être l'énergie thermique, donc ça chauffe. Par exemple, si on prend notre corps, on est à 37 degrés, donc il y a bien une température. Ça peut être le chi chez les Chinois, le prana chez les Indiens, etc., etc. Ça peut être la pulsion de vie, si on parle de ce qui se passe aussi, mais non pas au niveau psychanalytique, mais le fait qu'il y ait une flamme qui soit allumée quelque part un jour, la vie. Et que pour que tout ça perdure, il faut donc que ces flux, que ce soit au niveau neuronal, que ce soit au niveau de la circulation sanguine, que ce soit au niveau de notre mouvement de psyché, notre évolution personnelle, tout ça sont des flux. Et effectivement, quand il y a eu obstacle à cette évolution, pendant un temps, si c'est au niveau du sang, ça va faire un caillot, qui peut poser problème. Si au niveau d'une articulation, ça va nous immobiliser, ce qui peut poser problème. Si au niveau d'un mouvement, d'une volonté, d'un désir de réaliser ceci, ça peut poser un problème. Et finalement, on traduit un peu la même chose. Et quand on dit problème, c'est vraiment cette idée d'obstacle, et donc ça va faire stagner. Et à force de stagner, ben, on peut couler. Et c'est ça qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, ça veut dire que tout ça, si on s'empêche, ou si on empêche, ou si quelque chose gêne cette libre circulation de tout flux à différents plans, quelque chose qui va pas pouvoir se réaliser, qui va être lésionnel. Alors, comment on va accroître sans le vouloir le bouchon? Comment on va le gonfler sans le vouloir, ce bouchon? On a parlé de la verbalisation qui, dans un cadre, mais quand je dis un cadre, c'est pas aller voir un thérapeute, c'est avoir ce type de relation, c'est ça que je veux dire. On peut très bien se débrouiller sans, et heureusement. Euh, Lorsque donc il y a ce cadre, la verbalisation va devenir positive, elle va permettre de libérer quelque chose. Et ça peut recirculer. Mais comment on peut sans arrêt gonfler ce bouchon? Par la multiplication ou la multiplicité du récit. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on passe de Caribe en Scylla, d'ami en ami, en répétant la problématique, en fait, on ne fait pas que la connecter, on la multiplie dans l'espace du cerveau. Donc en fait, on se retrouve avec, je dis n'importe quoi, c'est pour symboliser, une épaisseur, on va dire à peu près comme ça, d'une problématique, et à force de surmultiplier les systèmes de verbalisation, de récit, on va se retrouver avec une position comme ça du problème dans l'espace de notre inconscient. Ce qui fait que le bouchon va prendre un volume de plus en plus complexe. On en fait des tonnes. Et on en fait des tonnes, c'est vrai. Et parce que, regardez par exemple, bon, c'est assez connu, et puis on le redit souvent, mais on va prendre quand même cet exemple. Dans les rapports, par exemple, manipulatoires dans les couples, voilà, sans dire le traditionnel pervers narcissique, mince, je l'ai dit, sans dire ça. Que va-t-il se passer? Au départ, la personne qu'on va finir par appeler la victime, ne va pas trop parler de la problématique qu'elle va rencontrer. Et puis ensuite, elle va commencer à faire le récit autour d'elle de ce qu'elle vit, la personne. Parce que ça peut être aussi un homme qui vit ça. Hein. Ce n'est pas le mal n'est pas le monopole des hommes, hein, il ne faut pas non plus l'oublier. Ça peut aussi, vous pouvez vous servir, mesdames, si vous voulez. Et donc, lorsque cette personne, en effet, va commencer à faire un récit, nos amis, pleins de bonne volonté, vont commencer à nous donner des solutions. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à nous dire, quitte-la, quitte-le. Et la grande surprise des amis, c'est qu'en fait, la personne va dire, ah non, cette personne n'est pas tout le temps comme ci, elle n'est pas tout le temps comme ça. Et en fait, elle va devenir le meilleur avocat de la personne qu'elle était censée identifier comme étant un bourreau.
Bon, on connaît le fonctionnement, on voit comment comment ça marche maintenant, ce mécanisme d'emprise permanent entre les deux et de lien qui va se statufier. Mais ce que ne sait pas en effet celle qu'on va appeler la victime, par rapport au bourreau, c'est qu'en fait, plus elle va répéter son récit autour d'elle, plus elle va multiplier l'incapacité de pouvoir sortir de sa problématique. Parce qu'en fait, elle va donner une puissance incroyable à son bourreau, parce qu'elle va répéter sans arrêt des choses et elle va être dans l'incompréhension des autres, puisque les autres au départ veulent apporter une solution, alors qu'elle est peut-être à un niveau 1 ou 2 de sa problématique, et pour l'instant elle n'a pas la force de pouvoir quitter cette personne, et elle a même une peur. Voilà, donc elle va devenir le meilleur avocat. Dans comment faire partir ses émotions, comment enlever ce bouchon qui est en train de prendre un tour de force incroyable, eh bien, on va simplement poser la question. Alors ça peut vous paraître extrêmement simpliste et basique, mais je le revendique. En fait, lorsque une personne va en effet nous faire un récit de quelque chose, eh bien même si le récit est édifiant, même si ce récit ne prête pas la possibilité à une interprétation et qu'il est clair comme de l'eau de roche, on va poser la question à la personne de savoir ce qu'elle attend de nous. Et cette personne, à notre plus grande surprise, pourrait nous dire, mais en fait j'ai besoin d'avoir peut-être plus de force, plus de confiance, plus d'estime de moi, retrouver quelque chose. Mais peut-être que jamais elle ne nous dira aux premières séances là où le quitter. Et donc, en effet, puisque nous ne remettons pas la personne dans l'énième fois du récit pour montrer son impuissance, eh bien ce bouchon va commencer en effet tout doucement, tout doucettement, à disparaître. En fait, une des possibilités en effet de lever des émotions fortes, c'est l'écoute, plus que la proposition d'une solution. Et l'écoute passe par le questionnement. Écouter quelqu'un, c'est lui poser des questions. Ça n'est pas répondre à sa place. Ça n'est pas interpréter, anticiper, amener une soi-disant connaissance. La personne en face est unique. Et ça, encore une fois, on peut aussi bien s'en servir dans une démarche thérapeutique si on est thérapeute ou amicale. La notion de l'écoute passe en effet par le questionnement. Et même ce qui est basique, en fait, n'est jamais tout à fait basique. Même une chose qui nous semble commune, chez l'autre, a une autre couleur. Et ce questionnement, il est fondamental en effet dans la recirculation du système énergétique et aussi dans, on va dire, le fait d'enlever le bouchon et de redonner à l'émotion sa place, c'est-à-dire son équilibre et son harmonie. Alors, comme le temps passe toujours un peu vite, on a encore du temps bien sûr, mais il nous arrive assez souvent de passer à côté finalement de l'essentiel de ce pourquoi vous seriez venu. Et la question que je vais vous poser, c'est si vous avez envie, par rapport à l'énoncé de ce qu'on vient de la petite conférence de ce soir, la petite causerie, si vous attendez quelque chose de cela, j'aimerais bien que vous puissiez le dire pour qu'on puisse vous répondre. D'accord ? Est-ce que vous avez une attente particulière par rapport à ce petit énoncé ? Oui ? J'ai des questionnements par rapport à la différence qu'on va pouvoir avoir entre une émotion qui va nous traverser, genre une émotion pure entre guillemets, et une émotion qui va être vraiment teintée de ce que j'ai vécu par le passé, de l'histoire que je me raconte, et comment du coup arriver à faire un petit peu un tri pour avoir une stratégie. C'est pas facile entre le masque et une confiance et une stratégie adaptée. Privilégié, hein ? Oui, ok, d'accord. Donc, si je reformule un petit peu, donc l'idée c'est comment on peut faire une différence en fait entre une émotion qui nous traverse, donc une émotion on va dire qualifiable habituellement, elle passe, elle repasse comme ça, et ces émotions qui sont liées à notre construction, à notre structure, etc. Bon, évidemment, la réponse immédiate que je vais vous faire, c'est sur l'intensité. L'intensité et la durée, la durabilité et l'intensité. C'est là que ça va se jouer. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous avez des relations très acceptables avec, avec votre environnement social. Et puis un jour, dans votre travail ou dans vos études, il y a une personne qui arrive, et cette personne qui ne fait pas forcément quelque chose de terrible, vous éprouvez à ses côtés des émotions incroyables. Vous vous sentez bloqué, vous dites que si vous lui dites quelque chose, ça va rebondir, vous vous sentez presque obligé de lui obéir.
D'accord? Là, il y a quelque chose qui va se produire. Et vous allez essayer de comprendre, en fait, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez essayer de refaire le film de la relation avec cette personne, et vous allez essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et vous allez faire, la plupart du temps, chou blanc. Parce qu'il n'y a pas eu d'éclat, il n'y a pas eu de grosse engueulade, mais pourtant, dès que vous êtes au contact de cette personne, ça y est, vous vous ressentez, allez, on va dire le terme, comme une petite fille. Et il est évident que là, en effet, l'intensité émotionnelle est directement liée à la construction de l'enfance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, nos émotions sont, et c'est là on passe un petit chapitre, merci donc pour la transition, on passe le petit chapitre, c'est que la plupart du temps, nos émotions importantes et radicales, elles sont des outils de défense. Ce sont des outils de défense. La colère, même si c'est difficile à dire, parce qu'on n'aime pas recevoir la colère des autres, c'est d'abord un outil de défense. Et donc nos outils de défense ont été fabriqués la plupart du temps. Regardez, la plainte est un outil de défense. D'accord ? La plainte, c'est, par exemple, je me suis habitué dès ma petite enfance à me manifester par la plainte parce que maman s'occupait beaucoup plus de ma petite sœur qui était tout le temps malade. Et moi, je me suis mis en retrait. Et il a bien fallu que je trouve un système. Je ne voulais pas embêter trop les gens. Donc, je me suis plaint et je continue en tant qu'adulte à générer des systèmes de plainte. Et ces systèmes de plainte, en effet, confèrent à ce qu'on me remarque d'une façon ou d'une autre. Et si on me remarque, c'est que je suis en vie, c'est que j'existe. Et donc, je vais créer aussi des conflits par rapport à ça. Donc en fait, les émotions qui vont être intenses et constantes et qui vont créer un problème, c'est celles en effet qui vont avoir un rapport immédiat, la plupart du temps, avec le système de la construction de l'enfance. Évidemment, il y en a d'autres. Lorsque vous allez avoir un choc traumatique à l'adolescence ou ailleurs, ou plus tard, forcément, le repère, il va être là. Mais l'intensité émotionnelle que vous allez avoir par rapport au choc traumatique est amortie ou décuplée par rapport aussi à votre système de départ. Hein? On ne vit pas tous et toutes les mêmes choses parce que nous n'avons pas tous et toutes la même construction. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode absolue, une technique, les 4 voies des 12 chemins, des 28 pistes, des 12 solutions. Non, c'est pas que c'est faux tout ça. C'est que, en fait, il y a d'abord et avant tout le patient, le sujet, l'ami, le parent. Il y a d'abord celui qui souffre. Et d'abord l'écouter. Et d'abord lui laisser de la place et de l'espace. Et à partir de ce moment-là, on peut en effet travailler et on peut aussi travailler avec soi. D'accord ? Si on était un petit peu plus bienveillant avec soi-même, on pourrait aussi, je dirais, s'auto quelque chose. Hein. On pourrait réguler des choses comme ça. Mais regardez la façon dont on se traite. La plupart du temps, en effet, il y a un petit adage qui dit « on est traité comme on se traite ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cohérence. C'est terrible ça d'ailleurs. Hein. Il y a une espèce de cohérence inconsciente qui est perçue par les autres de la façon dont nous traitons. J'en ai marre qu'on ne me voit pas. Je suis nul. Ben oui, mais bon, on est en train de faire tout ça en fait. On ne dit pas c'est de notre faute. Ce serait ridicule de dire que quelqu'un qui souffre c'est de sa faute. Ça ne l'aide en rien. En revanche, on essaie de l'aider, qu'on soit l'ami, qu'on soit le thérapeute, peu importe la solution, on essaie de lui ouvrir un espace pour qu'il prenne conscience de quelque chose. C'est-à-dire qu'il aille chercher dans son inconscient une forme de réalité pour lui et qu'il puisse le comprendre. Et je sais qu'il y a des spécialistes ici, mais dans les rapports de couple, par exemple, c'est formidable cela. Lorsque vous avez monsieur et monsieur, madame et madame, ou monsieur et madame qui sont assis l'un sur un fauteuil et l'autre sur l'autre fauteuil, et que vous faites croiser juste une question. À votre avis, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Et les réponses amènent chez l'autre, la plupart du temps, une espèce d'incompréhension totale de ce qui est dit. Et on voit bien que là, les systèmes émotionnels sont sur des bases de défense. C'est-à-dire qu'en fait, la réaction n'est pas l'existence de l'autre et son rapport que j'ai avec lui, mais seulement moi avec moi. Et la façon dont je me traite, en fait, va être aussi la façon dont je vais aussi traiter l'autre. Il n'y a pas de raison, quelque part. Regardez, on le disait, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais visiblement on le disait il n'y a pas longtemps,
il y a très peu de bouquins qui sont écrits sur l'estime de soi. Il y a très très peu de bouquins. Et ce sont des traductions américaines, beaucoup de l'école de Palo Alto encore aujourd'hui qui tournent. Et il y a un type dont j'ai oublié le nom, j'ai trouvé qu'il avait une excellente idée. Il a dit, essayez d'aller chercher dans votre mémoire quelle est pour vous la valeur essentielle que vous défendez, celle que vous voulez voir chez les autres, celle à laquelle vous faites super attention. Essayez d'avoir une valeur, par exemple, là. Vous en avez une? C'est bon? L'honnêteté, vous avez dit? L'honnêteté. Regardez, super. Et imaginez, par exemple, on imagine, hein, c'est pas le cas. Imaginez que vous veniez un jour dans mon cabinet et que vous disiez, ben moi j'ai une problématique d'estime de moi. J'ai l'impression de, voilà, je m'estime pas, les autres non plus. Et on irait chercher cette petite valeur, pour vous énorme, l'honnêteté. Et je vous poserai une question pour savoir comment vous, par rapport aux autres, en effet, où vous la mettez cette honnêteté. Et vous pourriez me dire, ben en fait, cette honnêteté pour moi, c'est la façon dont je me comporte avec les autres. Personne ou très peu de gens pourraient dire de moi que je ne suis pas honnête avec eux. Et puis après, ben, on prendrait donc le curseur et puis on le repointerait vers soi, comme ça, vous savez, comme un compas qu'on mettrait là, ou une équerre, et puis on dirait, et alors avec vous, comment se comporte votre honnêteté? Et là, il y aurait un problème. Et c'est là que vous pourriez dire, bah, en fait, oui, avec moi, je ne suis pas très honnête, parce que je supporte des choses que je ne devrais pas supporter. Je ne dis pas des choses que je devrais dire. Il y a quelque chose avec moi. Donc en fait, le système émotionnel, il va en effet aussi dépendre beaucoup de la façon dont nous-mêmes on va se qualifier, tout en conservant l'idée que la façon dont nous-mêmes nous nous qualifions vient aussi évidemment d'une construction. Voilà, c'est important. On a répondu un tout petit peu, hein. Est-ce que vous avez d'autres attentes pour ne pas qu'on passe à côté? C'est aussi bien qu'on fasse comme ça, hein, c'était d'accord? Voilà. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Allô. J'avais une question, si on pouvait faire un tout petit développement sur quand on intellectualise trop les émotions et que justement ça ne passe pas assez par le corps ou qu'on n'y fait pas assez attention. Oui. Voilà. D'accord. Alors quelle est votre question en fait? Mais juste pas vraiment une question, juste comment on peut régler le problème, est-ce qu'il y a des solutions? On parlait des bouchons tout à l'heure, est-ce que c'est un peu par rapport à ça ou pas? Alors, des solutions pour? Dites-le. Pour ressentir ces émotions et plus trop les intellectualiser. Ok. Donc pour mieux les ressentir, c'est ça? Ouais. Non, dites-moi. Oui, ça vous va? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous intellectualiser? Ouais, je vous fais bosser, hein. Ouais. Vraiment rester sur la pensée et pas se concentrer vraiment sur ce qui se passe au niveau du corps, les réactions physiques un peu. D'accord, donc l'idée, ça serait de revenir au corps, c'est ça? Alors, en quoi ça serait bien de revenir sur le corps, par exemple? Comment vous feriez? Ne l'écoutez pas à la vue. Il faut voir aussi qu'est-ce que ça peut apporter. Il y en a qui vont fuir le contraire, justement. Ce que ça peut apporter, si, c'est des questions que j'aimerais bien poser, mais ça dépend des personnes, d'accord? Mais la question, c'est comment, en fait, on peut ramener... Oui, d'accord. Voilà, vas-y. Disons que quand on va focuser sur quelque chose, presque on a une vision d'optique que sur le certain quelque chose. Si vous êtes vachement dans le mental, je parle pas de vous, mais si quelqu'un est toujours en train d'intellectualiser, ça peut être déjà une système de défense, pour justement pas le ressentir, parce que peut-être qu'on ne sait pas de comment faire pour se débarrasser ou apaiser, ou en tout cas tempérer ce qui peut se passer. Donc voir déjà si c'est ce qui est possible d'être fait. Et après, du coup, si on focus sur le mental, on va focuser sur le corps. Donc après, ça va dépendre des personnes, mais c'est vrai qu'en tout cas, au niveau des grandes lignes, on va dire, qui se manifestent dans ces systèmes émotionnels, on va dire vifs ou réactionnels, c'est en général le plus difficile à gérer, d'essayer de ressentir déjà ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque. On va pas prendre ses pulsations, bien que si vous voulez, mais c'est pas ça le but, ce qui en reste encore dans l'intellect, mais c'est plutôt être présent déjà. Donc c'est ça, c'est recevoir quelque part. Quand on dit accueillir ce qui se passe, c'est aussi recevoir les sensations physiques. Et je rebondis là-dessus. Ouais, vas-y. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pousse à vouloir intellectualiser ça? Alors, je vous donne une piste, parce que sinon on va faire ça. La plupart du temps, c'est la volonté de comprendre. Pourquoi j'ai l'émotion? C'est pour ça qu'on l'intellectualise beaucoup.
Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on ne se satisfait jamais de la réponse qu'on a trouvée. Ça nous va pas, en fait. C'est un petit peu ce que je disais au tout début de la conférence. C'est-à-dire que lorsque nous avons une problématique et que nous trouvons quelque chose de très simple qui correspond à la problématique, on le rejette. Ça n'est pas possible parce que simple ne peut pas être le reflet de ma grande souffrance. D'accord? Il faut donc que ce soit très compliqué. Et j'ai beau chercher du complexe, je vais trouver du simple la plupart du temps. Et simple, vous savez, c'est un beau mot qui veut dire s'emplit. Dans le latin, simple, ça veut dire s'emplit. Ça veut dire qu'il n'y a rien de caché dedans. Et le simple, en fait, on n'en veut pas. On veut du crypto, du myste. C'est-à-dire on veut du caché, on veut du mystère. Et donc, on va sans arrêt vouloir chercher, chercher, chercher. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a développé une terminologie, donc vous me pardonnerez parce que je l'ai oublié, mais justement de notre appétence systématique à aller sur Internet pour trouver en permanence des réponses à toutes nos questions. C'est comme une drogue. Je ne sais pas si, alors peut-être vous l'êtes et peut-être vous avez des amis qui le sont, mais vous êtes à un dîner, ça se passe bien, et vous dites un truc, genre ah oui, c'est le film de Ken Loach de 84, et là il y a le pote qui sort le... Non, c'est 83. En fait, on est dans une structure, et c'est intéressant parce qu'on vit dans une structure de relations où il n'y a plus de place à l'erreur. C'est-à-dire que maintenant, il y a une capacité immédiate et permanente de corriger. Ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes en permanence dans une fuite par rapport à ça. Nous voulons absolument trouver quelque chose. Et le simple que nous trouvons en face, nous n'allons pas l'accepter. Et les informations émotionnelles sont enregistrées par nos sens, la plupart du temps. Les informations émotionnelles sont enregistrées par nos sens. Je dis la plupart du temps parce qu'on ne peut pas dire toujours. Ça veut dire que vous entendez quelque chose, vous l'enregistrez par le biais de l'auditif. Vous pouvez l'enregistrer aussi par le kinesthésique, si vous êtes quelqu'un qui avait toujours besoin de quelque chose dans la main. Okay ? Donc ça veut dire que pour permettre en effet de dépasser le stade du pourquoi, il faut revenir au comment. C'est-à-dire que le stade du pourquoi, pardonnez-moi, ne m'en voulez pas, c'est le stade de l'enfance. Rappelez-vous, hein, à 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est du pourquoi systématique. C'est pas du comment, hein, c'est du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Donc en effet, nous allons revenir à un stade de l'enfance où on va toujours poser le pourquoi. Maintenant, si vous acceptez, après avoir regardé sur Internet, si les émotions sont enregistrées par le biais des sens, eh bien vous allez pouvoir en effet quitter la sphère du pourquoi pour aller vers celle du comment. Et comme le comment n'appelle pas le pourquoi, ben vous allez libérer quelque chose. Et vous allez donc, comme le disait Sandrine, aller vers l'accentuation de la sensation que vous allez vivre. En gros, il y a une très belle littérature dans tout ça. Vous savez, maintenant on l'appelle l'instant présent, avant on l'appelait autrement. Peu importe le nom qu'on lui donne. Vous savez, les grandes réponses s'adaptent à des époques et ont un marketing qui correspond en effet à des solutions. Et on va les prendre comme elles sont. Mais, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va quitter ce pourquoi, on va arriver vers ce comment, et on va laisser le comment faire. Et donc on va être dans le je suis. Je vais dire comme ça, de façon simpliste et basique. On va revenir au je suis. Ça vous va à peu près comme réponse à peu près? Vous l'essaierez, vous nous direz. Vous nous direz. Alors, est-ce que quelqu'un a un autre souhait par rapport à sa venue et dit moi je suis venu parce que je croyais qu'on allait parler d'eux. Je suis un peu déçu. Voilà. Hey. Ah ben non, c'est nous qui allons être déçus. Oui. Je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de la colère, Oui, c'est mais pas trop des autres émotions. laquelle vous souhaiteriez parler? La joie. La joie. Bon. Merci. C'est vrai C'est vrai que la joie, bon, c'est rarement un problème. Pardon, hein. Alors ça peut. Je vous chambre un peu, hein. Vous me l'acceptez, hein. Bon, c'est vrai qu'on va rarement voir un thérapeute en disant bonjour. J'ai un gros problème, je suis super joyeux. Pardon. Mais. Ah, non, on va trouver. Bien sûr que la joie peut être en effet mal interprétée. D'accord? Vous pouvez avoir un tempérament en effet extrêmement prime-sautier. Et puis dans les réunions les plus solennelles,
avoir un petit côté youpi, quoi. Voilà. Et là, en effet, ben, on pourrait travailler sur cette idée-là et savoir en effet que se passe-t-il pour que vous ayez besoin d'avoir en excès, puisque là, ça serait excessif, cette joie. Qu'est-ce qu'elle signifie? Quelle rupture elle amène, voyez? Quelle rupture elle amène? Quel changement de rail elle propose? Qu'est-ce qui ne va plus dans ce qui est en train de se passer? Voilà, on pourrait poser des questions comme ça. Et vous auriez peut-être... Pardon? Ça peut. C'est pour ça que, vous voyez, votre question n'est pas... Non, j'ai chambré un petit peu, mais... Donc, en effet, il y a la joie qui peut arriver. Alors, vous savez, il n'y a pas de contraire dans les émotions. En fait, ce sont des faces d'une même médaille. Il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas la tristesse, c'est le contraire de ça, etc. En fait, elles ont des sources au départ qui sont communes. Et c'est la transformation, en fin de compte, de ce qu'on vit avec nos systèmes de défense, la construction du départ, qui va faire que nous allons atterrir dans tel ou tel système émotionnel. Mais la palette, on l'a pratiquement tous, à part les personnes dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont peut-être un petit peu plus limitées dans l'expression émotionnelle. Mais ils ressentent, avec leur propre traduction, quelque chose, bien sûr. Donc en effet, la joie, ça peut être aussi un système de défense, bien sûr. Voilà. Il y avait une question aussi. Oui. Oui, j'ai une question sur sur l'hypnose, parce que justement moi j'accompagne aussi des jeunes et des adultes sur le chemin de l'insertion plus professionnelle, et parfois on me pose la question sur est-ce qu'il y a des solutions sur des nœuds pas trop compliqués à résoudre, par exemple, enfin, un nœud, j'allais dire énergétique parce qu'on parle de ça, mais un nœud émotionnel ou un blocage émotionnel qui fait qu'à un moment, peut-être l'hypnose peut vous apporter quelque chose. Mais là-dessus, je suis un petit peu... Donc votre question, c'est vous voulez que je vous parle de l'hypnose? J'ai un petit peu de mal avec l'hypnose en général. Oui, tout à fait, ouais. On pratique et puis on a une école de formation aussi là-dessus. D'accord? Ok. Alors, comment on peut définir l'hypnose? Rapidement, hein, puisque on va pas faire toute la soirée, mais on va la définir. En fait, il y a une phrase toute faite que j'ai utilisée tout à l'heure, on appelle ça un état modifié de conscience. D'accord? Comment on permet à quelqu'un d'être dans un état modifié de conscience? Eh bien, en effet, en lui proposant un cadre aussi. D'accord? Un cadre. Et un cadre et aussi des systèmes de rupture. Qu'est-ce que c'est qu'un système de rupture? C'est parfois une sidération, c'est parfois une saturation. Mais c'est la plupart du temps aussi, et heureusement, un cadre dans lequel il y a une sécurité. C'est-à-dire qu'il y a du familier. À partir du moment où il y a du familier, il y a de la sécurité, eh bien, il y a la capacité, en effet, pour le système du cerveau à retrouver une plasticité. La plasticité, donc, c'est le changement d'onde. Vous savez, ce sont des systèmes électriques à l'intérieur, et donc qui obéissent à des changements d'onde. Et ces changements d'onde vont pouvoir exister à partir du moment où, en effet, il va y avoir les conditions qui vont être réunies. Dans le cadre de la thérapie, la plupart du temps, c'est un cadre de sécurisation. C'est-à-dire que la personne va ressentir, ne serait-ce que dans le dialogue, dans l'échange, dans la possibilité de son récit, le sentiment qu'elle est à la bonne place, au bon endroit, parce que quelqu'un est en train de la respecter dans ce qu'elle est en train de dire et de faire. D'accord? Donc on est dans un cadre spécifique, encore une fois, qui permet cela. Je vais vous parler donc de l'hypnothérapie, pas de l'hypnose de spectacle. C'est autre chose. Donc l'hypnothérapie, le thérapeute va créer en effet un espace qui va permettre à cet état modifié de conscience de se mettre en place. Dans le récit que va faire le sujet, il va y avoir en effet une histoire. Et de cette histoire, l'hypnothérapeute va poser des questions. Et les questions qu'il va poser, c'est la possibilité pour le sujet de créer lui-même la résolution du problème. D'accord? Il va y avoir plusieurs questions, il va y avoir plusieurs réponses.
Et vous entendez qu'on ne va pas dans le pourquoi. C'est-à-dire qu'on va passer au stade du comment, mais pas dans le stade du pourquoi. On va imaginer, par exemple, je vais encore citer quelque chose qui avait été difficile, un des moments les plus difficiles de mon expérience. Et je le cite à chaque fois qu'on fait l'école, parce que c'est un test important. En effet, un jour, un couple est arrivé et il s'est assis dans mon canapé, ils avaient l'air dévastés. Et je leur pose la première question, c'est-à-dire qui vous a donné mes coordonnées? Alors pourquoi je pose cette question? Pas pour noter quelque part et avoir l'adresse mail. Tout simplement parce que ça sécurise la personne qui est en train de me le dire. Et la personne qui est en train de me dire de la part de qui elle vient, elle est en train de m'expliquer qu'en fait elle est en train de me donner un peu de sa confiance. D'accord? Rarement une personne viendra vous voir en disant quelqu'un de détestable m'a donné vos coordonnées, je viens. Rarement quelqu'un vous dira vous avez un site qui est tellement pourri que je me suis dit il faut que je vous voie, quoi, c'est pas possible. Donc en fait, quel que soit le niveau de réponse, il va y avoir une forme de sécurité et de confiance qui va arriver. Et puis, je vais donc demander juste après, qu'est-ce que la personne attend de moi? Qu'est-ce que vous attendez de la séance, comme il a été corrigé l'année dernière d'ailleurs. Et puis la personne va me dire quelque chose. J'aimerais être bien. Voilà. J'aimerais dépasser des blocages. D'accord? Je reviens un peu sur ce que vous avez dit. J'aimerais dépasser des blocages de l'enfance, des traumatismes de l'enfance. Voilà. Et la personne va se sentir obligée, parce que c'est normal, elle va faire un récit. Pourquoi c'est normal de faire un récit? Parce que la plupart d'entre nous, nous pensons que si nous expliquons tout à quelqu'un, il va donc tout comprendre. Et donc, la personne va faire un récit. Voilà. De plus en plus précis, ça peut durer. Et nous, en fait, eh bien, on va poser des questions en plein milieu du récit. On ne va pas laisser le récit vivre comme ça. Ce qui fait que la personne a à la fois de la place et elle vit aussi un centre d'intérêt. Et il y a un moment où on va lui poser la question, on va lui dire, voilà, on va imaginer que maintenant, vous avez pu résoudre votre problème. Que se passerait-il? Et là, elle va appuyer sur quelque chose à l'intérieur dont Sandrine a parlé tout à l'heure, et elle va créer un espace qui n'a jamais existé. Parce que la plupart du temps, nous partons du récit, et nous sommes bloqués au niveau du récit parce que nous avons reconvoqué la problématique 10 fois, 50 fois. Et nous, on va le détourner, d'accord? On va le détourner en proposant, en effet, la possibilité du comment. Imaginons, maintenant, ça y est, c'est fait. Comment vous vous sentez? Que se passe-t-il? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les émotions, elles sont enregistrées par le biais des sens. Alors sans développer toute la technique, parce que ça serait un peu long, mais le sujet va en effet créer un espace, pour la première fois, qui sera un espace de résolution. Et nous allons l'écouter, puisque c'est notre métier, plus que de donner notre savoir. Et nous allons ramener dans la séance en elle-même cette possibilité qui a été créée par le sujet. Cette possibilité qui a été créée par le sujet. Et parce que donc nous allons utiliser un parler particulier, parce que nous allons utiliser un langage particulier, le cerveau va accueillir cela comme une sorte de détente particulière, avec des ondes qui vont permettre en effet aux parties inconscientes de commencer à lever régulièrement les systèmes de défense qui empêchaient le changement. Et la suggestion hypnotique va pouvoir trouver sa place. Non pas parce que nous le décidons, mais parce que le sujet la décide. Ça répond aussi à quelque chose, à deux questions. La première, tout le monde est réceptif. D'accord? Tout le monde a plus ou moins de défense, mais tout le monde est réceptif parce que c'est un état naturel. La deuxième, c'est que si quelqu'un ne veut pas quelque chose, il nous est impossible de lui faire croire. C'est très clair. Nous avons besoin impérativement que la personne nous donne une information qu'elle a elle-même créée. Donc pour essayer de répondre à votre question, voilà comment ça pourrait fonctionner. Ça vous va à peu près? Donc, ce qu'on comprend après, c'est que dans la partie qui habituellement ne pouvait recevoir la résolution, parce que les défenses étaient trop fortes, en fait j'ai parlé d'un château fort. Vous voyez que là nous avons franchi le pont, et que pour la première fois, ou peut-être une des premières fois, la herse était en train de se lever. Le pont-levis était en train de monter. Et
nous avions enfin la possibilité de faire rentrer les secours. Et ça y est, ils commençaient à pénétrer dans la place forte. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que le sujet va faire lui-même sa propre prise de conscience avec ces émotions qui vont permettre en effet de sceller. Voilà pourquoi on travaille avec les émotions, puisque les émotions ont scellé la problématique, mais les nouvelles émotions vont sceller la résolution. D'accord ? Voilà pourquoi on travaille avec ces émotions. Oui ? Dans le cas par exemple d'un choc traumatique, on peut avoir après au niveau du mécanisme de défense recours à un phénomène de dissociation. L'idée c'est de dire si on dépasse le pourquoi pour revenir au comment justement, comment la personne peut après se reconnecter à ses émotions, notamment au niveau corporel, physiquement, pour revenir dans le senti et ne plus être coupé justement. Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce qui ferait qu'il serait coupé des émotions ? Suite justement à un choc où on peut avoir un phénomène de dissociation pour mettre à distance ses émotions et il viendrait nous voir pourquoi, par exemple, cette personne ? Pour pouvoir retrouver justement le contact à soi, ses émotions et... Oui. Et alors la question c'est qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre question ? Comment faire justement par rapport quand on est sur la thématique des mécanismes inconscients des émotions, la gestion Oui. des émotions, Oui. comment faire par exemple pour accompagner là-dessus, pour aider la personne à pouvoir justement se reconnecter sur un plan émotionnel. D'accord. Alors, y a-t-il une peur derrière ce que vous dites ? Avez-vous une appréhension de quelque chose derrière ? Une appréhension de quelque chose. Ouais, c'est-à-dire, si jamais on arrivait à faire ça, auriez-vous peur de quelque chose pour votre sujet ? Si jamais on arrivait à lui redonner ses émotions, est-ce que vous auriez peur de quelque chose, vous, en tant que thérapeute, par exemple ? Non ? Ok, très bien. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, vous, de le faire ? C'est-à-dire, on imagine, hein, vous faites comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous partez du mental, et puis vous lui faites ressentir le corps, etc. On le fait travailler sur le corps. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire ? Parce que c'est votre question, finalement. Enfin, là c'est plutôt une question un peu orientée, et puis un peu à titre personnel, en l'occurrence. Donc, je suis pas un peu sur du thérapeute quand je pose cette question, parce que en tant que thérapeute, j'arrive peut-être à renouer. C'est plus à titre personnel. Je trouve que c'est très sensible en fait au niveau des émotions. Il y a en effet beaucoup l'aspect mentalisation qui passe le lien à l'émotionnel, au senti, au corps. Oui. Et voilà, comment à un moment donné on arrive à pouvoir, je ne suis peut-être pas très claire dans ma question, mais en tout cas... Si, mais je vais vous reposer ma question. Puisque c'est vous dont vous parlez, ça va être plus simple. Non, c'est pas ça. Non, ça va être plus simple parce que c'est vous, en fait. Si jamais vous étiez reconnecté à vos émotions, de quoi auriez-vous peur ? Sans réfléchir, bien sûr. De quoi auriez-vous peur ? Donc vous auriez peur peut-être de revivre quelque chose ? Mentalement ? Si vous avez bloqué vos émotions, c'est parce que justement ça vous a permis de survivre à quelque chose. Je vais employer ce terme qui est peut-être trop fort. Et la plupart du temps, la peur que nous avons, c'est en revenant sur le système émotionnel, de revivre une information émotionnelle, celle qu'on ne veut pas. D'accord ? Eh bien, pour éviter ça, en effet, c'est l'arrêt de la répétition de la verbalisation. D'accord ? Voilà une des façons de pouvoir le faire. Donc, bien sûr, avec une technique, une méthode, travailler pour ça, mais c'est évidemment, on pourrait dire, un réancrage qui serait différent. C'est-à-dire, on déporte littéralement, on n'est pas comme dans le MDR, par exemple. On n'est pas en train de faire revivre la scène avec une modification. Ceux qui pratiquent le MDR maîtrisent très bien cela. Mais dans ce qui nous concerne là, par exemple, si c'était de l'hypnothérapie, on ferait autrement. On ferait revivre une toute autre scène qui n'aurait rien à voir. D'accord ? On ne serait pas en train de recréer une scène modifiée. Parce qu'en effet, on créerait d'autres ancrages qui viendraient se mettre par-dessus la mémoire traumatique. On va dire ça comme ça. Ça amène aussi une question que souvent on se pose, et on s'est dit finalement, je parle trop là. Non, c'est très bien. Si. Non, mais attention, ça me fait du bien, je ne sais pas quelle heure il est, mais... Ouais. Ça répond aussi à une approche, en tout cas, peut-être pas une question, mais une approche. On guérit jamais de quelque chose, on vit avec. Et ça, il faut aussi qu'on l'ait en tête. C'est-à-dire que parfois, eh bien, on semble ne plus penser à quelque chose pendant 30 ans, et puis soudain,
Il suffit d'une émotion, il suffit d'un lieu, il suffit d'un mot, et ça revient. Et souvent, quand 10 ans plus tard, quelqu'un revient dans un cabinet et dit « ça y est, ça recommence ». En fait, c'est normal de recommencer, parce qu'il y a eu un tel chemin, une telle difficulté. En fait, ça ne recommence pas. Ça a toujours été là, mais par contre, les indices de ressenti étaient bien différents. Bien différents. Et par contre, ils peuvent revenir. On ne guérit jamais vraiment de quelque chose. On est toujours dans une forme de rémission, et on est toujours dans une forme de vivre avec quelque chose. Quand y a une intervenante qui va bientôt venir nous voir, j'ai vu ce matin la gastro-entérologue que certains d'entre vous ici avaient rencontré, et on parle de l'hypnose avec elle, puisque les gastro-entérologues disent que l'hypnothérapie est une des façons d'accompagner ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. D'accord ? Mais en aucun cas, l'hypnose guérit de la problématique du syndrome de l'intestin irritable. Jamais. Il permet à ceux qui vivent ces difficultés de mieux les vivre. De mieux les vivre. Et l'hypnothérapie ne guérit pas. Elle permet de mieux vivre avec quelque chose. D'accord ? C'est un accompagnement. Ce n'est pas une voie de guérison. Il faut, les choses sont très claires par rapport à, en tout cas, à cette méthode et à notre relation avec elle. Voilà. Même si nous permettons à un individu de pouvoir se reconnecter lui-même à son système de guérison, nous ne sommes pas les guérisseurs de la personne. C'est elle le guérisseur, la personne. C'est elle. Et elle va vivre avec, en effet, au mieux, on espère en tout cas, on est là pour ça, la problématique qu'elle a rencontrée. Ça répond un petit peu ? Hein ? Ouais. Oui. Vous avez parlé des émotions qui passent par le corps. Oui. Et au moment d'enlever ce bouchon émotionnel, vous avez parlé de verbalisation. Oui. Qu'en est-il du corps ? Alors, quelle est votre question ? La question serait, au moment de se débouchonner, j'allais dire. Ouais, on va le garder, hein. On va le garder, ça c'est bon. Quelle est la place du corps dans le débouchonnage ? Au moment de réussir. Oui. Ouais. Bon, allez. Quelle est la place du corps dans le débouchonnage ? Je rigole. Disons qu'il y aura émotion et expression de l'émotion. Et ça, c'est assez propre à chacun, en fonction du cadre dans lequel ça se passe, etc. etc. Mais je pense que c'est arrivé à tout le monde d'exprimer quelque chose, exprimer par la parole et d'exprimer aussi par le corps. Je pense à tout niveau d'ailleurs, quelle que soit l'émotion en fait. Quelqu'un qui va dire je suis très en colère, mais vraiment très très en colère, avec une manifestation physiologique neutre, vraiment ça me met hors de moi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Donc quelque part, dans quelle mesure déjà on n'exprime pas quelque chose avec le corps. Ou vraiment je pense que là je suis très déprimée, je vais aller me suicider tout de suite. Ou le contraire, là je vais vraiment très très mal en fait. Il y a quelque chose qui est incohérent. Dans quelle mesure on peut vraiment être totalement incohérent entre l'expression physique d'une émotion qu'on est en train de ressentir ? C'est une vraie question, je pense. Qu'est-ce que tu peux dire aussi par rapport à ça ? C'est très souvent. Souvent les personnes vont dans les cabinets de thérapie, quels qu'ils soient encore, et vont arriver en disant, en souriant. Et ils racontent des choses terribles, quoi, en fait. Et ils vont sourire. Ça m'a encore eu ce matin. Et d'ailleurs, quand on fait juste une petite prise de conscience en disant vous savez que vous êtes en train de sourire quand vous me dites tout ça ? Et la personne a une posture assez incroyable, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est qu'elle se rend compte qu'en fait, elle vit en amie avec sa souffrance. C'est presque, malheureusement, une signature à un moment donné. Presque une signature à un moment donné. Donc, par contre, votre question, donc, c'était qu'est-ce qu'on fait du corps, en fait ? C'est ça ? Oui. Comment il peut aider, lui aussi, à évacuer. Alors, on va sortir un petit peu de mon champ particulier. On va aller dans le tien, peut-être ? Ouais. Il y en a plusieurs, parce que moi aussi, j'ai réuni, dans ma pratique au quotidien, on va dire l'Occident et peut-être l'Orient, au sens du terme large. Pourquoi ? Je parle juste de ça, parce que si on avait tout compris, il n'y aurait plus de problème, déjà. Donc opposer les choses et appartenir ou posséder, c'est pas du tout non plus l'ambiance de la maison. Mais on va parler avec un langage traditionnel. Bien sûr que la respiration peut faire du bien, d'accord ? On l'a tous ressenti, d'ailleurs je vais prendre l'air, je vais respirer un petit peu, je vais me calmer, on revient au corps comme ça aussi, donc ça dépend comment on prend conscience d'eux. La respiration,
en tout cas, si on peut le dire avec la cohérence cardiaque. Maintenant, c'est une technique qu'on va utiliser. Dans d'autres lieux, c'est le premier souffle qu'on va utiliser parce que c'est avec ça qu'on vient sur Terre, d'où le cri du nouveau-né. Et c'est avec ça qu'on repart de cette Terre avec le dernier P du décédé. Donc, quelque part, ce souffle nous traverse. Donc, ça va être quelque chose qui va être aussi lié dans d'autres traditions avec cette impulsion de vie dont je parlais tout à l'heure. La flamme qui fait que. Donc, on est obligé de revenir à ça. Et cette respiration peut nous permettre non pas d'intellectualiser, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à ce moment-là, mais de revenir à quelque chose qui nous concerne tous, qui fait notre essence, qui fait qu'on reste en vie. L'air, c'est le premier besoin de l'homme. On arrête de respirer, c'est a priori à cause de ça qu'on va mourir plus vite. Donc ça peut être par rapport à ça, mais pas pour coller à une phrase de Facebook, comme tu dis souvent, mais vraiment parce que l'expérience amène à ça. Si on parle encore, par exemple, en médecine chinoise, vite fait, sans vous faire non plus un cours, j'ai vu ce tableau tout à l'heure et on va dire que presque on pourrait s'en inspirer. Je ne sais pas si tout le monde le voit, celui-là. Il y a différentes sphères qui pourraient représenter différents organes, on va dire. D'accord ? Mais en médecine chinoise, cette sorte de yin-yang, ça veut dire qu'il y a la matière, organe, et puis il y a tout ce qui va être traduit autour au niveau émotionnel, par exemple. On va rester là. D'accord ? C'est là où on va relier le foie à la colère, le poumon à la tristesse, etc. Si on revient à ça, ça veut dire que dans certaines médecines, utiliser le souffle va permettre de limiter la peur, de limiter l'ampleur de la colère et permettre à revenir à ce qui est terrestre, ça veut dire à ce qui va être dans notre chair, de revenir sur une harmonie. Donc là aussi, il y a une cohérence, on va dire. Non pas pour dire qu'ils ont raison, qu'on a raison, mais ce sont des propositions de revenir au corps. Ça ne va pas empêcher d'être triste, par exemple. Ça va juste permettre une expression multiple de quelque chose qui est large. Et si vous remettez en marche le mouvement du corps, vous allez commencer à recréer le système, en effet, des systèmes moléculaires qui se sont tassés de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'endorphine, la dopamine et les autres ne se fabriquent plus autant, parce que la tristesse vous envahit, parce que la colère vous envahit. Et quand vous remettez en place le système du corps, eh bien tout ça se refabrique hors le système de pensée. D'accord ? Ce n'est pas parce que le sport nous fait plaisir qu'on fabrique des hormones de plaisir. C'est parce que le système va se remettre en place. Et le corps, qui possède des mémoires un peu partout, au-delà du cerveau, il a un besoin de ressentir la circulation. Et quand la circulation se fait à nouveau, eh bien ces endorphines, ces molécules de plaisir, de récompense, vont se remettre en place. Et donc, un cercle vertueux va se remettre en place. Voilà pourquoi, donc, avec le corps aussi, on peut recréer, en fin de compte, de la pensée différente. Parce que le système biologique va renourrir les autres choses. Et donc, évidemment, pour revenir sur ce qu'on disait, eh bien, en effet, là, la pensée va retravailler, le cognitif va reprendre contact et va continuer de travailler avec le corps, etc. Et dans ce cas-là, voilà. Alors on pourrait dire, c'est aussi parce que j'ai pensé à faire travailler mon corps. C'est vrai qu'on pourrait dire ça. Et à chaque fois, les deux sont en corrélation finalement. Alors les amis, il est 21h35. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient manger ici? Non, c'est bon. C'est bon, bon. Encore quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour dire juste un truc peut-être. Comment? Cette respiration, c'est déjà un premier mouvement. On entre, on fait sortir. Et c'est juste pour ça. Donc finalement, c'est le mouvement en général. Oui. J'ai une question. Alors moi, je suis venue avec une interrogation, c'est que je suis hypnothérapeute et j'ai une patiente, je suis débutante, et j'ai une patiente qui est venue me voir et qui me dit, voilà, je suis une éponge, j'ai beaucoup trop d'émotions, je voudrais couper tout ça, en avoir beaucoup moins. Et puis quand elle me raconte sa vie, je me dis, elle est vivante, quoi. Je me suis dit, c'est normal qu'elle ait toutes ces émotions. Okay. J'ai pas du tout envie de l'aider à couper ses émotions. Alors, vous nous posez une question, c'est ça? Oui. Alors, du coup, peut-être j'ai besoin d'une super. Non, mais juste, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler question-réponse. Personnellement, ça ne m'aurait pas satisfait ce qu'elle me dit. Je lui aurais posé les questions. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et elle m'aurait donné une information. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut jamais se satisfaire véritablement d'une première essence de quelque chose. La personne, en effet, qu'est-ce que ça veut dire se débarrasser de ses émotions? Ou même quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux gérer mes émotions. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce que vous entendez par gérer vos émotions? Et là, la personne va vous dire quelque chose. Et je vous invite à rebondir encore sur ce qu'elle va dire. Et encore une fois de plus. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de quintessence qui va arriver
d'une information sur laquelle vous allez pouvoir véritablement travailler. Parce qu'au final, eh bien, ça ne sera peut-être plus gérer les émotions, mais ça sera peut-être très précis par rapport à une personne en particulier ou par rapport à des souvenirs en particulier. En fait, au départ, l'émotion est tellement intense que le raisonnement est général. Et on sait que c'est dans le général que les systèmes de souffrance viennent se placer. Et c'est dans la précision que vous allez pouvoir diminuer, faire exploser, en fin de compte, ces immenses carcans et carcasses qu'il y a à l'intérieur. Donc, multiplier le questionnement pour arriver à quelque chose comme ça. Voilà, je me permets de... Toujours. Voilà. Oui. Ben, on imagine une scène, d'accord? On imagine que la personne dont vous parlez vienne donc voir quelqu'un pour l'accompagner. Comment elle pourrait dire ça, la personne? Je viens pour... Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, par exemple? Bon, elle a les émotions qui sont dans le corps. Pour les comprendre, les nommer, c'est ça? Ouais. Bon, alors évidemment c'est un petit peu un raccourci, mais si cette personne était dans notre cabinet, on lui poserait la question de savoir à quel moment elle a ses systèmes émotionnels. D'accord? Pourquoi? Parce que les émotions sont souvent tellement fortes qu'on en oublie le contexte. Et qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, un contexte peut nous sembler mineur par rapport à l'intensité d'une émotion physique. Et pourtant, il est là dans une mémoire. Et c'est parfois cette mémoire qu'il faut essayer de comprendre chez l'autre. Et pour ça, en effet, on va continuer de lui poser des questions encore, de savoir à quel moment il le ressent, comment il peut leur donner un nom, même s'il a l'impression au départ de ne pas pouvoir les nommer. Il y a un nom qui est derrière tout ça. Vous voyez? Il y a un nom qui est derrière tout ça. Et où ça se situe peut-être aussi. Oui. C'est important de le situer sur le corps. Et ça va permettre en effet au sujet de réintégrer un système d'information. Il y a aussi, on n'aura pas le temps, mais il y a aussi des croyances qui vont arriver. C'est-à-dire, on va généraliser. Moi, je suis quelqu'un qui jamais ne peut nommer ses émotions, mais qui les ressent toujours. La personne, l'éponge, par exemple, si on l'écoute, on dirait que tout le temps, en fait, elle est comme ça. Alors que c'est pas tout le temps, on sait bien. C'est une grande partie, des fois une petite partie, mais c'est pas tout le temps. Oui. Donc on va redonner aussi de la précision, et même à nous, on peut se poser la question du système de précision par rapport à ça. Oui. Moi, j'aimerais savoir une question. Je pense qu'en fait, je me crée une croyance en moi, dans le sens où aujourd'hui, à mon âge, j'essaie de développer l'estime de moi. Et j'arrive à un stade où j'ai l'impression que j'ai énormément de capacités, énormément de potentiel, mais que tout ça est bloqué dans une cage parce que j'ai été programmée étant enfant. Et en fait, j'ai l'impression que pour me rassurer, pour ne pas aller de l'avant et donc accomplir, même entreprendre, je pense plus au mot précis, je me suis créé cette croyance-là. Et je cherche comment sortir de ça. Alors évidemment que vous comprenez bien que tous les deux, on ne va pas faire un acte thérapeutique. Hein? En revanche, je vous donne juste une piste, d'accord, qui est issue, encore une fois, d'une expérience. Et pas de vous parce qu'on ne se connaît pas. D'accord? Je vais vous dire que j'ai souvent rencontré des personnes qui, ce blocage, était la représentation de la peur de l'échec. Ces personnes à qui on a dit depuis leur plus tendre enfance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'elles avaient des capacités, comme on dit, eh bien en fait, c'est un syndrome de loyauté qui va s'installer avec le parent. J'ai des capacités, donc je ne peux pas décevoir. Mais comment puis-je ne jamais décevoir? En ne prenant jamais le risque d'échouer. D'accord? Et comme je ne prendrai jamais le risque d'échouer, j'aurai l'impression que je reste intact, j'ai toujours mes capacités, comme disaient mes parents, mais je ne prends jamais le risque qu'on voit mon échec. C'est une piste, simplement. Et puis si un jour vous voulez plus de détails, il y a des thérapeutes partout et ils vous accueilleront, mais
c'est bien sûr possible de travailler cela. Hein, voilà. Je vais juste reprendre là, et puis bien sûr, on ne va pas faire de la thérapie ici, mais c'est pour vous donner un petit exemple. C'est pas parce qu'il nous est rien arrivé que rien nous est arrivé, D'accord ? Je veux juste aller là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre une enfance merveilleuse avec une maman super. Fais attention, mon chéri, c'est génial. T'as mis ta petite écharpe, oui, maman, etc. Maman, j'ai une mauvaise note. Oui, mais tu sais, je t'aime. Oh, t'es super, t'es mignon. D'accord ? Après, on va vouloir que le monde entier nous regarde avec les yeux de notre mère. Le monde entier. Et pourtant, il n'y a rien eu de traumatisant. Mais ce qui s'est passé, on parle de construction, on ne parle pas de trauma. La construction de l'enfance va être déterminante sur la façon dont on va s'adapter à l'univers dans lequel on va vivre. C'est pour ça que, en effet, il est intéressant si on le souhaite, hein, de comprendre comment ça se structure dès l'enfance. Et il ne faut pas rechercher souvent des traumatismes. Juste pour terminer, quand des gens viennent nous voir et qu'on leur demande si ils ont ressenti ça dans l'enfance, par exemple, simplement pour faire un lien, ils disent tout de suite avec des mains comme ça, « Ah non, non, mais mon enfance était super !» Ça veut dire d'abord, n'y allez pas. Hein, on comprend bien que mon enfance était super, n'y allez pas. Et en fait, eux, ils cherchent un traumatisme. Et ils disent, mais non, mais il n'y en a pas eu, donc j'ai eu une enfance super. Ok ? Voilà, c'est juste... voilà, merci. Bon, écoutez, comme d'habitude, on n'a pas tout dit. Comme d'habitude, vous repartirez avec votre faim et sur votre faim. En plus, dans un restaurant, il n'y a rien de mieux. Je voulais la faire. Hein. Oui, vas-y, voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions. Merci pour votre patience. Merci aussi pour nous avoir accueillis dans ce que nous sommes. Et nous, c'est véritablement une dimension de transmission de ce que nous vivons. Encore une fois, nous n'avons aucune vérité. Ça a été dit au départ, ça a été dit pendant, ça sera dit à la fin. Nous avons une expérience de ce que nous faisons et ce que nous transmettons. Ce n'est pas forcément une vérité acquise, mais une expérience partagée. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Et Merci. à bientôt. Merci. Merci.